Bienvenue à toi, David, et merci d'avoir accepté de nouveau cette invitation. Comme, Ben, merci. Merci à je vous. t'en prie. Comme je le disais la dernière fois, on avait fait une superbe émission et le replay, malheureusement, Telegram avait bugué. Ouais. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas pu réentendre ce que tu faisais. Alors, l'objectif aujourd'hui, comme on a dit, c'est toujours l'émission, les rendez-vous de l'âme. Et j'ai appelé ça l'open mic, justement pour qu'il y ait des questions qui soient ouvertes et qu'il y ait une interaction qui soit plus importante que la dernière fois. Mais l'objectif aussi, j'aimerais beaucoup que tu puisses, si tu l'acceptes, reprendre le temps d'expliquer quelles sont les thérapies aujourd'hui que tu utilises, que tu repartages avec nous le parcours que tu as eu pour en arriver justement à ces thérapies, tout ton cheminement et ce qui t'est arrivé dans la vie. Et quand ce sera OK pour toi, on ira sur les questions. Je propose à tout le monde déjà, si vous avez des questions particulières ou même en cours de chat, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Comme ça, je préparerai les questions et on fera en sorte de pouvoir faire intervenir un maximum de personnes. Si vous voulez parler, n'oubliez pas que vous appuyez sur le bouton du micro. Ça permettra de lever la main et un petit drapeau. Comme ça, on pourra vous faire intervenir directement pour poser les questions. Et je vous remercie encore à tous de nous suivre. Je vous souhaite tous une très belle soirée. Et David, Allô? je t'en prie, David. Ça a Ah, coupé, d'accord, ça a d'accord. coupé, Ça a coupé la excuse-moi. phrase. OK. Ouais, excuse-moi. Je t'en prie à toi, David. OK. Déjà, bonjour, enfin, bonsoir à toutes, à tous. Merci d'être là. Et puis, je vois qu'il y a des gens encore qui arrivent. Là, c'est chouette. Je voudrais pas faire de redite trop. Je voudrais pas trop m'étendre, puisqu'il y a déjà eu j'ai fait une conférence et j'ai déjà parlé un petit peu de tout ça. Mais comme le soulignait Julien, je vais voilà, pour les nouvelles personnes, et puis c'est bien de réentendre un petit peu qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Enfin, voilà, je vais reparler un petit peu de ce que c'est que cette fameuse communication profonde accompagnée, CPA, qui a d'autres termes. Voilà. Donc je vais en parler un petit peu et puis dire un petit peu qui je suis. Alors, par quoi je vais commencer? Est-ce que par exemple, ça te dirait de commencer avant de parler de tes techniques thérapeutiques, est-ce que tu veux nous partager un petit peu ton histoire? Oui, pas un conte, hein, une histoire. Non, pas un conte. Non, ton histoire. Ouais, mon histoire. Non, parce que je suis aussi conteur, donc je fais des spectacles pour toutes. Ça va un petit peu avec la CPA, hein, ça va avec cette fameuse communication. C'est ce que je disais la dernière fois, c'est-à-dire que moi je raconte donc des contes, des histoires. Donc on imagine toujours que c'est pour les enfants, et alors que les contes sont faits pour les adultes, et les histoires sont faites pour les enfants. Donc les histoires pour endormir les enfants, qui passent une bonne nuit, et les contes pour les réveiller, pour réveiller les adultes, pour que voilà, qu'ils montent en sagesse. Et donc justement, quand je raconte, je sais pas, je pars sur le conte. Voilà, dans ce que j'ai pu observer, c'est qu'avec une salle de 300 personnes ou 30 personnes ou un public en prison ou les personnes qui sont aveugles et justement les personnes handicapées, la plupart du temps, pardon, la plupart du temps, j'ai pris conscience que c'était avant tout l'énergie qui faisait le spectacle et que l'auditoire me captait mes mots beaucoup plus dans l'énergie. Pas parce qu'on est on est en 2021 là, je crois, oui. Pas parce qu'on est en 2021, ça a toujours été le cas en fait. Que ce soit Bernard Werber, que j'aime beaucoup, et d'autres personnes, voilà, des scientifiques le disent, hein. Quand on communique avec quelqu'un, on va capter très peu de sa parole, quoi. On va capter 10 à 15% réellement de ce qu'il dit. Et tout le reste, c'est de l'infraverbal. C'est les gestes, c'est du ressenti. Mais la plupart du temps, on n'en est pas conscient. Donc tout d'un coup, on capte déjà beaucoup d'informations chez la personne. Et voilà, on n'en est pas conscient. Donc quand je fais un spectacle, que je suis devant les gens, euh, voilà, ils vont entendre de l'histoire et des contes. Bon, ils vont entendre l'histoire, mais ils vont surtout capter beaucoup de choses. Donc ça, j'avais commencé à le remarquer. Les gens venaient me voir, venaient même me dire des trucs sur moi en me disant vous êtes comme ceci, vous êtes comme cela. Et je dis waouh, ils m'ont juste vu 1 heure sur scène ou une demi-heure sur scène. Et pour le public handicapé, justement, qui la plupart du temps ne pouvait pas parler, parfois même était sourd,
ils arrivaient à capter la vibration et donc l'énergie quand moi je raconte. Voilà, ça c'est au sujet d'une corde à mon arc, hein, de mon métier, mais ça parle de la communication dont je vais parler. Voilà, globalement, j'ai envie d'inventer autre chose en parlant de moi, mais bon, voilà, on va dire que. Donc ça, c'était ta première, c'était l'une de tes cordes à ton arc. Donc tu es conteur et justement, ça t'a permis d'exploiter différentes facettes de la manière dont tu t'exprimes et dont tu transmets des messages autour de toi et dans des contextes différents, puisque tu es Oui. conteur et auprès Mhm. d'un public très différent. Ça peut être des enfants, des adultes, des personnes qui se trouvent en prison, par exemple. Tu as vraiment un auditoire, tu amènes ton amour dans ta manière de compter, mais dans une multitude de scènes. Oui, mais en fait, je viens de penser justement, bon, je parlerai de la communication profonde accompagnée, mais une fois justement, j'ai posé cette question-là à donc une personne qui faisait cette communication profonde accompagnée, qui s'appelle Liliane Lambert, qui vient souvent dans la région là, de Grasse, tout ça, de Nice. Et en fait, je disais, oui, mais moi, je n'ai pas assez confiance en moi, je propose des contes, des spectacles à des gens, mais est-ce que ça change quelque chose? Et ça me fait penser à une question que Lily avait demandé hier à Michael, pour ce qu'on avait hier. Voilà, qu'est-ce que nous, on peut faire pour les autres quand ils sont trop loin? Mais en fait, parfois, il ne suffit pas d'une distance très très loin, hein. Il y a juste des gens qui sont en face de nous ou des voisins. Qu'est-ce qu'on fait avec un voisin qui fait du bruit? Qu'est-ce qu'on fait avec un voisin qui va mal et qu'on le voit? Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec un chien? J'aurais des exemples, hein, pour la communication animale, avec un maître qui bat son chien et nous, on est témoins de ça. Qu'est-ce qu'on fait, nous, si la police ne fait rien et si on n'a pas du tout envie de passer par ces biais-là? Donc, j'ai posé la question à cette communication profonde accompagnée. Qu'est-ce que je fais, moi, quand je raconte des contes? Est-ce que ça va réellement changer des enfants? Est-ce que ça va réellement changer quelque chose chez les adultes, quoi? Je vais quand même raconter en prison, dans des lieux très particuliers, en entreprise. Et cette communication profonde accompagnée, ce qu'elle a répondu, c'était occupe-toi de raconter. Occupe-toi d'être toi, occupe-toi d'être centré, occupe-toi de faire ton métier avec tout ton cœur. Et ensuite, nous, alors, on peut appeler ça des guides, des anges, ce qu'on a envie, mais en fait, ça peut euh, tout simplement la vie. Moi, j'appelle ça la vie. Nous, on s'occupe du reste. Et ça revient à ce qui était dit, je crois, dans Harry Potter ou dans Le Seigneur des Anneaux. Mais quand Gandalf et l'autre, c'est comment il s'appelle Ah bon, peu importe. Mais le vieux là dans Harry Potter, je sais comment il s'appelle. Il dit à Harry, et dans Le Seigneur des Anneaux, c'est pareil, il dit fais juste ce que tu as besoin de faire là maintenant. Fais juste ce que tu dois faire dans le moment présent. Et le reste, ouvre. Tu verras, il y a des choses qui vont arriver, qui vont se faire. Voilà, donc moi j'ai toujours eu cette confiance-là. Enfin, elle commence à grandir de plus en plus. Mais ça n'a jamais été très simple. Parce que on est testé, parce que des fois, voilà, la foi vacille, on tombe, on se dit, voilà, et donc, à un moment donné dans ma vie, j'ai eu une grosse dépression qui était amenée par un travail énergétique. Donc, en effet, la personne était très loin. Elle me fait un soin au niveau vibratoire, c'est du chant. Et moi, 2 semaines après, je tombe par terre, mais en morceaux. Et j'ai mis plusieurs années, hein, à m'en remettre, mais ça a été le démarrage de découverte du chamanisme, qui est sous forme aussi de vibration, que ce soit le tambour, que ce soit la danse, le chant. Et la découverte, justement, toujours par le biais de cette femme, la Liliane Lambert, de la communication profonde accompagnée. Et ça a changé mon rapport à l'écoute, à la vie, aux autres, et surtout aux personnes qui sont privées de l'usage de la parole, donc que j'appelle les personnes qui sont handicapées, qui ont un handicap. Donc je dis bien toujours le mot personnes handicapées et pas juste les handicapés, ce sont des personnes avant tout. Voilà, ce n'est pas les trisomiques, c'est les personnes qui ont une trisomie. Et David, excuse-moi, est-ce que tu pourrais dire à quel moment tu as rencontré Liliane, justement, de ta vie? C'était 2008, un truc comme ça. Moi, j'ai eu besoin J'étais vraiment en morceaux. Alors vraiment, plus tard, j'ai compris en fait que cette personne avait fait vriller ce qu'on appelle les chakras, fait vriller en fait toute la structure que j'avais. Parce que le soin était tellement puissant, était tellement fort, surtout quand il se fait à distance,
ça multiplie la force d'un soin, en fait, quand ça se fait à distance. Et du coup, moi, j'ai décidé de partir quand même en vacances. Je vais partir 1 mois en Chine. Et voilà, on a beau dire tout ce qu'on veut sur le gouvernement chinois, mais en tout cas, c'est les Chinois qui vont sauver. Parce que le peuple chinois en lui-même est vraiment un peuple extraordinaire et beau. Le gouvernement, c'est une chose. Et voilà, et j'ai eu de l'aide pendant 1 mois. J'étais dans la vie, je voyageais seul avec ma meilleure amie plus tard qui m'a rejoint et un autre ami. Et la vie m'a vraiment aidé. Et dans mon chemin, dans mon cheminement, bon bah voilà, moi qui étais vraiment par terre, il y a plein d'aides qui me sont venues, qui sont arrivées. Donc quand on appelle ça voilà des dépressions ou des nuits noires, on en parlait avec Michael, la vie nous aide quoi. À un moment donné, il y a quelque chose qui vient. Et donc j'ai fait la rencontre dans les aides que je voulais, la rencontre de cette communication. Donc je suis allé voir cette thérapeute qui en fait a un clavier d'ordinateur. Enfin, elle n'avait pas un clavier, elle avait un clavier papier. Elle avait un clavier AZERTY, un clavier papier qu'elle avait collé sur un carton. Donc elle tenait le carton dans la paume de sa main, un carton avec le clavier AZERTY. Moi j'étais détendu à côté, elle m'a demandé de me détendre. J'étais assise à côté de cette femme. Elle a pris ma main gauche parce que j'avais ma main droite pour écrire sur une feuille. Parce qu'à cette époque-là, elle le fait toujours comme ça. Moi, j'écrivais. J'entendais ce qu'elle me dictait et moi, j'écrivais le texte qu'elle allait me dire. Donc, elle prend ma main gauche avec sa main droite. Elle soutient ma main. Ma main gauche est dans sa paume droite. Voilà, j'ai le poing fermé et j'ai le doigt, l'index, qui pointe le clavier AZERTY. Elle soutient avec son doigt aussi son index, mon index. Et elle ne dirige pas ma main pour dire tu vas taper sur le clavier ce que j'ai envie que tu entendes. Non, elle fait un mouvement de recul avec mon bras, comme quand on bande un arc. Voilà, on bande la corde et elle lâche le bras. Elle revient en arrière, elle lâche le bras. Elle revient en arrière, elle lâche le bras. Il y a comme un mouvement de pompe, comme un mouvement d'inspiration et d'expiration. Et elle accompagne. Donc, elle laisse le doigt aller vers un L, vers un A. Ça forme déjà un La. Poum, espace. La, V-I-E, vie, ok, espace. Et elle dictait. Donc, j'écrivais la vie veut me dire que moi, David, je ne suis pas en dépression. Je suis en train de découvrir qui je suis réellement. Et blablabla. Et là, j'ai fait waouh, on est en train de parler de moi. Mais parler de moi au plus profond de moi. On est en train d'aller voir qui je suis et pas me dire monsieur vous êtes dépressif, il faut prendre des médicaments, vous allez très mal, il faut aller voir, je sais pas quoi. Là c'était waouh, il y avait une dimension spirituelle quand même très forte. Donc en fait elle c'était la forme, c'était les mots de Liliane, les mots de cette thérapeute. Moi j'employais pas ces mots, il y avait plein de mots que je connaissais pas, des mots de vocabulaire chiadés et surtout tout un vocabulaire et toute une grammaire autour de la poésie, autour des mots parfois. Nous te disons que, ou père de moi me dit que, pour le dire mon papa, père de moi dit que, voilà, et que des choses que moi-même, voilà, je pouvais être au courant. Elle ne pouvait pas être au courant, elle ne me connaissait pas, elle venait me rencontrer. Donc j'ai fait la connaissance de cette découverte, fin de cette communication. Un clavier papier, elle prend ma main, elle part avec ce clavier, là, elle sent un mouvement de la main. C'est d'abord un mouvement de la main qu'on sent. Donc tout se passe dans le corps. Cette communication va du corps à corps, du cœur à cœur, et pourquoi pas de l'âme à âme, mais d'abord du cœur à cœur. C'est une communication qui est horizontale, horizontale. Et si on va dans le vertical, si tout d'un coup on part dans, j'en sais rien, moi, les personnes défuntes ou une vie antérieure, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Mais cette communication profonde accompagnée, elle va de cœur à cœur uniquement horizontale, pas verticale. Donc après, moi, je me suis formé à cette méthode et j'ai découvert par le biais de l'association qui se trouve à Paris, et ils ont une antenne à Toulon, qui s'appelle CFTMPP, la Confédération francophone Ta main pour parler, qui s'occupe, qui vient d'Anne-Marguerite Vexio, une orthophoniste française qui a ramené cette méthode d'Australie. Formé avec TMPP pendant, j'ai fait 2-3 stages, je n'ai pas terminé avec eux. Et puis je suis allé vers ce qu'on appelle la communication profonde accompagnée. Martine Garcin,
pour me former, là, cette fois-ci, entièrement et aller jusqu'au bout et remettre même comment on appelle ça, un petit document de 20 pages, voilà, qu'on remet à la personne. Et comme un truc de stage, quoi. Et voilà, et donc j'ai été formé à cette communication qui maintenant se pratique avec j'ai un clavier devant moi, un clavier AZERTY d'ordinateur, j'ai mon ordi allumé, où je peux avoir aussi un agenda électronique qui est pas très grand, que je peux tenir sur le paume de la main. Ça me sert beaucoup pour les personnes qui sont handicapées, parce que souvent elles bougent, elles peuvent bouger pendant leur séance, donc si elles me font valser mon Mac, ben voilà, ça va être vraiment désolant, mais bon. Donc voilà, avec un petit clavier d'ordinateur, c'est plus simple, un petit agenda électronique. Et pareil, je prends la main et hop, je sens le mouvement et je commence à taper. S'inscrit sur l'ordinateur, sur l'écran, un texte. Ce texte-là donc sera toujours, je le répète, le fond de la personne, et moi je serai la forme, avec mes mots. Donc ça peut se pratiquer pour les personnes qui sont privées de l'usage de la parole handicap, mais on prend les mains d'une personne qui est enceinte, qui me demande de communiquer avec son enfant qui a à peine 2 mois, à peine 4 mois, eh ben on va aller voir quand même, parce qu'il y a de la vie là-dedans. Même s'il a 1 mois, 3 semaines, il y a de la vie. Donc on va aller voir cette vie. Une personne qui ne peut pas voir le clavier, une personne qui ne peut pas voir l'écran, une personne aveugle, une personne qui est en maison de retraite, une personne qui n'a plus du tout sa tête, Alzheimer, coma. Parce que, et là, c'est ce qu'on voit, c'est qu'elle n'a pas toute sa tête. Par exemple, si elle, je ne sais plus les termes, mais quand elle, voilà, elle dit des mots pour un autre, ou voilà, ou même des gros mots. Ça m'est arrivé une fois, la personne disait beaucoup de gros mots. Dans l'énergie, elle a commencé à se calmer, mais elle restait elle-même. Et donc, je suis allé voir, grâce à cette méthode, je suis allé voir ce qui se jouait en elle. Donc, la personne ne pouvait pas poser de questions. Et par contre, les parents étaient là, ou là, en l'occurrence, c'était plutôt la fille. La fille était là pour le père. Et elle pouvait poser des questions pour son papa. Et puis, on est allé voir ce qui se jouait en lui, s'il allait bien, s'il avait besoin de quelque chose, parce que souvent, cette méthode aide à aller voir aussi le concret des personnes qui sont handicapées. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es contente de retourner à l'école? Là, tu as une dyslexie. Est-ce que tu crois que cette dyslexie peut se soigner? Qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce que tu vis dans le départ de tes parents? Là, en ce moment, ils sont en train de divorcer. Qu'est-ce qui se joue? Donc voilà, on peut aller chercher chez les enfants ce qui se passe chez eux, chez nous, adultes. C'est un changement dans nos vies. Un peu ce que disait Michael. Je suis souvent là pendant les moments de transition. Les deuils, enfin, tous les problématiques qu'on peut avoir. Mais tout simplement aussi juste se sentir bien. Souvent, il y a des gens qui viennent me voir et qui disent, ben voilà, j'ai besoin de rentrer en communication avec moi, avec le fond, avec mon être, pour savoir qui je suis, pourquoi je suis fait. Là, je commence à être peintre. Est-ce que c'est vraiment ce qui est le mieux pour moi? Bon, voilà. Et justement, David, quand tu as commencé cette thérapie, quand tu as appris ces différentes thérapies, que ce soit la psychophanie, la communication facilitée, la communication profonde accompagnée, tu as commencé à travailler avec des personnes qui étaient dans le monde de l'handicap. Tu as travaillé avec des personnes pas forcément dans le handicap. Comment ça s'est passé, la mise en place on va dire, quelle était la première source justement des personnes que tu as aidées? Ouais. Alors, je voudrais juste redire un petit peu les sigles là. La communication facilitée, elle est née de Rosemary Crossley dans les années 80, une enseignante qui avait remarqué qu'en mettant la main sur des personnes autistes, ça les posait, ça les calmait. Pas tout le temps, parce qu'elles ont un spectre, un champ d'énergie assez grand. Elles captent beaucoup de choses, et en mettant la main, ou en les touchant, ou en s'approchant d'une personne autiste, pas pour tout le monde, pas pour toutes les personnes autistes, mais ça peut les gêner parce qu'il y a intrusion à ce moment-là. Puis elles sentent énormément de nous. Donc si on n'est pas aligné, ou si on a des gros soucis, elles vont même pas accepter que l'éducateur la touche. Mais elle, en mettant la main sur les personnes handicapées, elle a senti, enfin autistes, elle a senti qu'il y avait un apaisement, et que par exemple, s'ils prenaient un crayon pour dessiner, ils étaient plus centrés. Ils étaient plus avec leurs feuilles, plus en train de tenir le stylo, ou de mettre de la couleur. Et elle a commencé à prendre des feuilles de papier où il y avait un oui, un non, ou des mots, à prendre la main de la personne et justement à aller voir si c'était à une question, si ça répondait oui, si ça répondait non. C'est le même principe avec un pendule ou avec le yiking, ce fameux jeu chinois avec les bâtons.
Il y a quelque chose qui appelle le corps. Il faut être très, très ouvert, ne pas avoir peur de l'incertitude, c'est-à-dire ouvrir complètement les champs d'observation, d'écoute et, laisser faire la rencontre. C'est avant tout une rencontre. Donc moi, au départ, comme pour répondre à ta question, Julien, bah, je me suis formé et puis j'ai eu la chance très vite de partir dans un lieu qui accueillait de vacances, qui accueillait des personnes handicapées, la plupart autistes, mais pas que. Et puis, j'avais mon clavier, on travaillait une personne par une personne. La directrice du centre me posait des questions. Est-ce qu'il a envie de faire du cheval? Est-ce qu'il n'a pas envie de faire du cheval? Est-ce qu'il mange bien? Il y en avait un particulièrement, par exemple, bah, il faisait caca direct comme ça. Il enlevait son pantalon, chat. Oh, super. Bon, bah, c'est quoi le problème? Et en fait, pour donner un exemple, lui, il disait, mais je chie sur mon père. Ok, c'est cool. Eh ben, avançons. Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? Voilà. Et il disait, voilà, bah, papa part et je vois qu'il part et il est avec d'autres femmes et je le sens. Il n'est plus avec maman. Mais ça, écoute, ça te regarde. Donc là, on rentre dans la thérapie. Et donc, il a fallu que je l'accompagne, ce petit. Et à un moment donné, il a posé les choses, il a exprimé, il a lâché des choses à travers cette communication sur l'écran. Lui ne parlait pas. Il a commencé à parler et tout d'un coup, il a commencé à se calmer. Et 2 jours plus tard, il ne rentrait plus dans la problématique qu'il avait, qui signifiait quelque chose qui était bon, pas simple pour nous et assez nauséabonde, évidemment. Il ne l'a plus fait. Et le fait qu'il regarde beaucoup cette personne, hein, c'est un exemple, il regardait beaucoup la route. Parfois, il se taillait, il partait sur la route et il regardait la route. En fait, il cherchait son père, il attendait son père. À partir du moment où les choses ont été posées, que moi j'ai pu lui dire, tu sais, ton père, c'est sa vie. Ton père, il a le droit d'aller voir d'autres femmes. Est-ce que c'est sa vie? Mais toi, reviens à toi et ne t'inquiète pas pour ta mère ni pour ton père, ils régleront leurs problèmes. Donc, s'il te plaît, bah, sois propre, tu es grand, tu as quand même 14 ans. Voilà, et ton père, c'est voilà, ne cours pas jusqu'à la route, ton père, il viendra quand il viendra. Voilà. Et il m'a compris. Et avec les personnes handicapées, le travail de thérapie va beaucoup plus vite qu'avec nous. On prend encore le temps, on sort d'une thérapie, on a encore le mental qui dit mais attends, mais qu'est-ce que j'ai vécu là? Est-ce que c'était vraiment vrai? Est-ce que vraiment c'était vrai? Et puis, alors je vais retourner faire une thérapie pour confirmer les trucs quand même, c'est pas sûr. Mais eux, ils vont très très vite parce qu'ils peuvent pas parler à d'autres gens. Ils sont souvent sans parole, sans la parole. Donc, ils ont un autre mode de fonctionnement. Ils fonctionnent déjà comme ça, par système, entre guillemets, de télépathie. Donc, ils vont très, très vite. Dans une thérapie, waouh, toutes les personnes handicapées que j'ai vues, la plupart du temps, voilà. Alors, c'est pas miraculeux, hein, mais quand même. Et justement, Donc, David, ouais. excuse-moi de te couper, est-ce que justement ces personnes handicapées ont conscience d'être face à quelqu'un qui a la possibilité justement de pouvoir utiliser cette pratique et cette Ah, technique? mais Est-ce qu'ils le totalement. ressentent immédiatement en fait? Totalement. Souvent, elles viennent me chercher, elles viennent me prendre la main. Comme quand vous avez un enfant, vous dites pourquoi il vient vers moi, cet enfant ou ce chien, cet animal. L'animal sent et l'enfant sent. Parce qu'en fait, on est comme des animaux, donc il y a vraiment ce ressenti qu'on a. Comme quand nous, on va vers quelqu'un ou voilà, il va se passer une histoire d'amour avec quelqu'un, on va vers cette personne. Donc oui, 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 Et ils ont une connexion. peut-être parce qu'ils sont dépourvus d'ego, alors que nous, on a le mental, on réfléchit trop, alors qu'eux, ils ont pas. Peut-être ça, ils sont plutôt dans le sensoriel et du coup, ils te ressentent directement, non? Oui, alors moi je dirais qu'ils ont un ego, parce que voilà, s'ils n'en avaient pas, ils seraient des chiffres molles et des lavettes, hein, entre guillemets, on pourrait leur marcher dessus. Parce qu'il nous faut un ego. Hein. Souvent on dit, comme disait Michael hier, voilà, on peut travailler sur l'ego et le remettre à sa place. Mais si on n'avait pas d'ego, on serait plus là. Donc en fait, eux, par contre, oui, ils sont bien plus dans l'amour inconditionnel. Quand vous voyez une personne trisomique, là pareil, elles ne sont pas toutes pareilles. Mais souvent, elles viennent vous faire des câlins, elles viennent vers vous, vous ne les connaissez même pas. Souvent, c'est adorable et j'adore travailler avec elles parce qu'elles sont waouh dans un accueil. Mais quand elles sont en colère, elles sont en colère. Waouh, moi j'ai vu des trucs comme ça. Enfin, c'était horrible hein, quand elles. Voilà. Donc, pour réexpliquer, voilà, ces mots, je suis mon berlificote, désolé. Donc, la communication facilitée, voilà, CF, qui est devenue plus tard en France par Anne-Marguerite Versiot la psychophanie, mise en lumière de l'âme, mise en psyché de l'âme, c'est la même chose. Communication facilitée, psychophanie. Et ensuite, c'est devenu communication profonde accompagnée par un autre biais, par la méthode de Martine Garcin, communication profonde accompagnée. C'est la même chose, sauf que la CPA, voilà, c'est le terme qu'emploie Martine Garcin parce que c'est quelqu'un qui était à TMPP, donc ta main pour parler,
et qui a été formée à la communication facilitée ou psychophanie, mais elle s'est éloignée du groupe TMPP, elle en a fait sa méthode, et voilà. Et il y a d'autres gens qui l'appellent encore autrement. Mais peu importe les noms, comme j'en discutais tout à l'heure avec Sonia, qui est là, hein, qui est avec nous, peu importe les noms. Voilà, mais donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus pour finir? Voilà, cette méthode, pour vous dire encore, donc normalement, elle est faite pour les personnes avant tout privées de l'usage de la parole, mais aussi pour nous. Donc, si quelqu'un vient me voir, voilà. Dans les fameuses vacances que j'ai vécues avec les personnes handicapées, quand c'était, je ne sais plus, en 2009-2010, à un moment, j'ai senti que je pouvais le faire sans clavier. C'est-à-dire que les personnes autistes pouvaient communiquer avec moi directement sans que je leur prenne la main. C'était très pratique parce que parfois elles étaient très très loin, elles avaient besoin de moi, elles étaient en train de faire du cheval, elles étaient à la piscine et elles commençaient à communiquer avec moi. Donc j'avais plus qu'à prendre une feuille de papier, un crayon et noter ce qu'elles me disaient ou sur mon clavier écrire. Donc au fur et à mesure, j'ai développé moi cette communication sans prendre la main, donc à distance. Donc maintenant, c'est pas une chose qu'on fait tout le temps. Normalement, il y a un protocole et il faut prendre la main, point. Ça évite de faire n'importe quoi, ça évite de parler à la place de l'autre aussi, parce qu'on sent un mouvement et on est là, on peut pas faire n'importe quoi parce qu'on sent ce mouvement. Donc on peut pas dire ah, je parle à la place de la personne handicapée, c'est moi qui sais. Non, c'est elle qui me parle à travers moi. Donc moi, je suis pas un exemple. Voilà, je suis encore hors norme. J'ai toujours été un électron libre et je vais toujours de plus en plus loin. Je repousse les frontières du réel. Mais voilà, j'ai commencé à entendre des gens dans ma tête. Non, je plaisante. Wow. Et Voilà. justement, est-ce que tu aurais envie maintenant d'attaquer les questions s'il y a des personnes qui Oui, veulent alors je finis avec intervenir? ça. Donc en fait, voilà, je pratique de manière complètement sauvage, mais voilà, les gens peuvent venir me contacter. Et là, par exemple, pendant tous les temps de confinement, il y a des gens qui m'ont dit, voilà, moi j'ai ma grand-mère qui est en maison de retraite, on ne peut pas aller la voir parce que c'est confiné. Mais oui, mais votre corps est confiné, mais l'esprit ne sera jamais confiné. Donc on aura beau nous mettre toutes les limites qu'on veut en ce moment. Le cœur et l'esprit, il n'y a pas de limite. Donc allons-y. Donc j'ai commencé à faire avec ces personnes-là, et depuis maintenant plus de, je sais plus, 15 ans, 14 ans, je ne sais plus, ou moins, je ne sais plus, peu importe. Et j'ai vu que ça pouvait marcher avec les animaux, avec la nature et avec une maison, parce que tout est vivant. Et voilà, tout est vivant. Et il y a des gens qui, comme Denis, par exemple, un ami, qui le fait avec un pendule, qui le fait avec d'autres moyens. Et oui, les maisons, on peut aller voir l'énergie des maisons, qui a vécu, s'il y a de la colère sur les murs, si on doit dégager pourquoi pas des meubles pour que l'énergie circule mieux, s'il y a des veines telluriques. Voilà, donc en fait, tout simplement, cette communication se résume à communiquer avec le vivant. Voilà, et les questions, je les attends. Désolé, j'ai Super, peut-être été David. un peu long, confus, Non, mais non, mais tu as fait une petite rétrospective. ouais, rétrospective, c'est parfait. Comme ça a permis de tout le monde de comprendre ce qu'était la communication profonde accompagnée et les autres formes de thérapie. Donc maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez appuyer sur le petit micro. Vous pouvez intervenir auprès de David, poser toutes les questions que vous souhaitez sur le mode de thérapie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait intervenir? Moi, je veux bien. Je suis curieuse. Comment tu fais est-ce que tu as des objets? Comment tu pratiques la communication avec les animaux ou avec les lieux? Est-ce que tu as vraiment une connexion énergétique avec eux, donc ça s'imprime dans ton esprit avec des phrases ou des choses comme ça? Ou est-ce que tu as des outils? Comment est-ce que tu pratiques? Parfois, je fais intervenir le pendule pour être vraiment sûr de ce qui a été écrit, ou par exemple, s'il y a des fleurs de bac à donner ou des choses comme ça. Je vais avoir mon pendule avec moi. Si je suis à la maison, voilà, je vais mettre une bougie, parce que pour moi, il y a déjà tout un symbole. Et puis, je me relie à ce que moi j'appelle la source, et je demande aussi une protection pour pas peut-être toucher à ce qu'on appelle aussi le monde de l'astral, parce que des fois, en se connectant à ce genre de méthode, je trouve qu'on peut aussi aller très loin. Quand je parlais de repousser les frontières du réel, ce qui est vrai. Et parfois, il y a des personnes décédées qui sont venues, des personnes défuntes qui sont venues dans le texte.
Et là, toujours, je demande qui parle, qui est-ce qui parle réellement. C'est vraiment la grand-mère de cette personne-là? Et là, ça me répond oui ou non, et blablabla. Mais voilà, moi, j'évite d'aller dans ces mondes-là parce que j'en ai pas forcément envie et que parce que c'est tellement vaste et on peut connecter à beaucoup de choses. Voilà. Donc, je préfère rester déjà là. J'ai déjà la terre et il y a déjà tellement de choses à faire ici et maintenant. Voilà, j'ai pas forcément besoin d'aller trop loin, mais je demande toujours la protection. C'est toujours quand même quelque chose que je fais naturellement. J'ai mon clavier d'ordinateur et quand je me mets à écrire, j'ai d'abord des mots qui arrivent. J'ai un jet de mots et je fonce. J'essaye de ne pas faire intervenir ce qu'on appelle le mental, qui va, lui, en tout cas, j'ai un mental très fort, moi, vraiment, qui va me dire, mais attends, mais c'est nul ce que tu racontes, ou c'est pas vrai, ou putain, t'es en train de parler de clope, le mec il fume pas, mais où tu vas, David? Et là, je me dis, tais-toi et écris. Et c'est seulement la personne qui va m'apporter des validations, qui va me dire, mais David, je ne l'ai jamais dit à personne, mais je crapote, ou j'ai commencé à fumer il y a 1 an. Ah bon, ouf, ouf. Ça valide après. Mais parfois, ça valide pas non plus. Les gens repartent en me disant ouais, bon, le texte me parle pas trop, on verra. Et c'est des fois 2 semaines après, 1 mois après, 1 an après que les gens comprennent le texte. Et pas, David, pareil. ou pas. Excuse-moi de t'avoir Ouais. coupé, excuse-moi. Et quand tu te retrouves face à quelqu'un avec qui tu vas faire une communication profonde accompagnée, il se peut que quand tu te connectes à son âme, la personne n'ait pas envie de parler, par exemple, avec toi. Ah oui, pardon. Oui, il y a toujours une première question que je demande, même si la personne s'est déplacée. Hein. Une fois c'est arrivé, elle venait de Toulon, elle se déplace, elle vient à Nice. Et la première question, c'est est-ce que, moi je parle tout haut, je parle tout fort devant la personne, est-ce que Mireille, tu es prête à communiquer avec moi? Est-ce que tu veux vraiment faire cette communication avec moi? Eh bien, ça a répondu non. On l'a fait 3 fois cette question, ça a répondu non. Donc j'ai dit à la personne, ben, je suis désolé, ça ne sera pas maintenant. Donc soit vous attendez peut-être dans 1 heure, dans 2 heures, on boit un café, mais elle m'a dit, j'ai pas le temps, cet après-midi, je dois rentrer. Alors, ou on le ferait à distance, mais la personne voulait le faire voilà, de main à la main. Alors, elle n'est plus jamais revenue, mais ça, c'est son choix. Mais voilà, ça peut arriver. Donc, en effet, je pose une question qui est est-ce que le cœur de la personne, l'âme, c'est encore un grand mot, pas un gros mot, mais un grand mot, est-ce que ça a vraiment envie de répondre, vraiment envie de communiquer avec moi? La plupart du temps, c'est oui, mais des fois, ça peut être non. Voilà. Et donc, comment je procède? J'en sais pas plus, c'est-à-dire que les mots défilent et je m'oblige à taire mon mental et j'écris. D'ailleurs, je vais très vite sur le clavier AZERTY, j'écris. Des fois, il y a des fautes, des fois, ça va très vite. Après, je fais des césures, je mets des espaces, des fois, je rajoute des virgules parce que ça va très vite. Une fois que j'ai terminé, par exemple, il y a une vingtaine de lignes où la personne ne me pose pas de questions. J'écris, on voit ce qui vient. Et la personne me dit ah putain, ça c'est moi en ce moment, ou ça me parle, ou je ne pensais pas qu'on parlerait de mon arrière-grand-mère. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Ou là, ça parle de sexualité, là. J'ai pas trop envie qu'on parle de ça, s'il vous plaît. On peut passer à d'autres questions. D'accord, pas de problème. Voilà. Et moi, je l'accompagne toujours. C'est la personne qui va trancher, qui pose des questions. Mais pendant une vingtaine de lignes, la première question que je pose, c'est comment allez-vous? De quoi vous avez envie de parler? Quel est le plus urgent pour vous? La personne ne répond pas, elle est à côté de moi, et moi j'écris. Et on voit ce qui apparaît sur l'ordinateur. Et ensuite, la personne va pouvoir poser des questions, et on affine ensemble pour que ce soit de plus en plus précis. Parce que plus la question est précise, mieux c'est. Parce que cette méthode, c'est pas l'avenir, c'est pas est-ce que demain je rencontrerai l'amour. Non, non, posez-moi la question autrement. En ce moment, vous avez l'impression que vous allez de rencontre en rencontre et qu'il n'y a rien qui marche. Alors, est-ce que vous préférez pas qu'on aille voir qu'est-ce qui bloque en moi pour rencontrer l'amour? Comment faire pour que moi, je vois la personne qui m'est destinée? Ah oui, ça c'est la bonne question. Allons voir. Mais pas est-ce que dans 1 mois, est-ce que dans 2 mois, je rencontrerai l'amour? Parce que est-ce que vous allez le garder, ce fameux amour? C'est comme dans les films, hein, on voit toujours ça se termine bien, personne ne rencontre la personne. Mais ça se trouve 2 semaines après, ils sont déjà plus ensemble. Donc c'est pas ça, c'est allons voir ensemble qu'est-ce qui bloque. Allons voir ensemble surtout quelles sont vos ressources. Parce que la communication facilitée ou communication profonde accompagnée, ce qui est génial dans cette méthode, c'est que oui, il y a des émotions qu'il faut accompagner. Parfois, la personne pleure, elle rit. Moi-même, je ressens des émotions, donc parfois je ris pendant le texte ou je pleure, mais je laisse toujours l'émotion partir. Je la garde pas, je l'enfouis pas en moi, je la bloque pas. Voilà, donc des fois je dis voilà, n'ayez pas peur, là je vais me mettre à parler ou à octer ou à crier, ça m'est déjà arrivé. Mais laissez faire, ça passe, votre énergie ou ce qui est en communication ensemble passe à travers moi et je le renvoie à la terre. Ou ça part, je ne sais pas où, mais je le renvoie.
Et surtout, on va chercher les ressources, comme je disais, de la personne. Donc, souvent, j'ai vu les gens, rarement, je dirais pas déçus parce que chacun reçoit cette communication comme il veut. Il y a des gens, ils ne le font qu'une fois, ils ne reviennent jamais. Mais, par contre, ils n'écoutent pas forcément les ressources. Parfois, c'est, je dois me remettre à dessiner. Et la personne est là, elle pousse un soupir en disant, oh putain, c'est vrai que je dessinais beaucoup quand j'avais 15 ans. Et du coup, là, maintenant, je dessine plus. Et je peux rien faire, moi. Ça fait partie de la thérapie. C'est-à-dire, le texte est là. La personne part avec le texte. C'est à elle de relire le texte, d'en faire chair de ce texte-là, de le relire et puis de trouver des réponses. Peut-être qu'elle n'a pas compris certains paragraphes du texte et d'appliquer ce qui est marqué dans le texte. Il faut appliquer ce qui est marqué. Par exemple, pendant un mois, je ne cherche plus de mec. Ça fait un petit moment que je cherche l'amour, je cherche l'amour. Et dans le texte, c'est marqué, plus tu cherches, moins tu trouveras. Lâche prise et fais confiance. Merde. Bon, la personne, elle a du mal, donc pendant 3 mois encore. Voilà, donc ça ne m'appartient plus après. Voilà un peu comment je fonctionne. La personne pose des questions, elle a des réponses. À la fin, on fait, ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Parfois, moi, je déborde toujours. Et à la fin, il y a un petit mot de la fin. Et puis, en général, ça se clôt, ça s'arrête. Quand ça ne veut plus parler, quand l'intérieur de la personne ne veut plus parler, ça s'arrête. Parfois, la personne me dit, oui, mais j'ai encore une question. Ou là, je voudrais qu'on aborde telle chose. Désolé, ça vient de s'arrêter là. On a fini. Voilà. D'ailleurs, David, il y a Sabrina qui a une question pour toi. Ouais. Elle a été interpellée parce que tout à l'heure, tu as parlé du mental. Et elle te demande comment tu fais pour le faire taire. Parce qu'aujourd'hui, un simple tais-toi a l'air de fonctionner chez toi. Mais Non, au début, comment on fait? Non. Et mais Sonia, ça a répondu à ta question? Tu es là, Sonia? J'avais oublié d'appuyer sur le bouton encore. Oui, très bien, merci beaucoup. Voilà. Oui. Oui, alors pardon, et qui est-ce qui posait la question maintenant? Alors, c'est Sabrina qui posait la Sabrina. question. Okay. Et est-ce qu'il y a une technique, il y a quelque chose justement pour arriver à, comme tu le fais, parce que je te connais et je sais que le mental est quelque chose d'important, comment tu as pu accéder à cette possibilité à un moment donné de dire à ton mental, tais-toi, donc tu mets en silence ton ego, ton mental, pour laisser place à d'autres choses. Comment fais-tu au début? Comment tu as fait au début d'ailleurs pour le mettre en silence, ton mental? Alors, à nouveau, je voudrais faire une distinction entre ego et mental. Je ne pourrais pas faire taire mon ego, parce qu'il sera toujours là. J'aurai toujours mon ego, et d'ailleurs, Roselyne, une amie, me disait, mais tant mieux qu'il soit là. Parce que voilà, on a besoin d'ego un peu de temps en temps. Pas qu'on se fasse mousser, mais enfin, il y a même toujours une fierté d'être là en conférence, de parler devant plein de gens. Il y a assez de l'ego quelque part, mais tant mieux. Je Il faut pense qu'il que ait là, sa il est place. plutôt question du mental, en fait. Je pense Voilà, que mais la voilà, question, c'est elle ce est que je plus disais. tournée autour du Voilà, mental. non, mais pour répondre, parce qu'il parlait d'ego et de mental. Mais je refais la distinction. Quand Julien a dit comment tu fais pour faire taire ton ego, non, je ne peux pas le faire taire. Et tant mieux. Et par contre, mon mental aussi, si je le faisais complètement taire, oui, là aussi, je serais un légume, parce que je reçois plus d'informations. Par contre, faire place à l'intuition, c'est autre chose. Le mental, bien souvent, malheureusement pour nous, Européens, parce que ça se passe peut-être autrement pour certaines personnes, j'imagine, peut-être, je ne suis jamais encore allé, mais au Pérou, il y a peut-être des villages ou des gens qui fonctionnent autrement. Nous, notre mental européen, il est souvent dévié, et dès qu'on va essayer de faire quelque chose, on va avoir le mental qui va rajouter des phrases dessus, qui va dire, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es sûr vraiment que tu vas reprendre le dessin? Puis ça s'est déjà vu, ça ne t'a pas faire un film comme ça. Tu es sûr de vouloir dire à tes parents tu es gay, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Donc forcément, le mental, il en rajoute, et souvent, c'est de manière négative. Donc moi, quand je prends mon clavier d'ordinateur et que je vais commencer une séance, il me bombarde, il me dit arrête la thérapie, tu vas pas sauver le monde. Et là, je converse avec lui. Si plus je lui dis tais-toi, ferme-la, et plus il prend de la force. Comme on a vu hier, quand on nous parlait Michael, plus on appuie sur comment faire pour ne plus être négatif, et on est encore plus négatif avec nous-mêmes, on s'en remet une couche en disant putain, qu'est-ce que j'ai été conne, et plus on rajoute de la force à ça. Donc du coup, moi je suis très cool avec lui, très calme, mais c'est pas tous les jours facile. Il y a des moments où mon mental il est à fond quand je suis en train de faire une CF, une communication facilitée. Mais ça va s'apaiser parce que je fais appel à mon corps. C'est comme une danse, comme une transe. Moi qui ai fait pas mal de transes chamaniques,
j'appuie sur les touches de mon clavier. Je regarde mon écran, je suis là au moment présent. Parce que si je ne suis pas avec la personne et si je ne suis pas sur mon clavier, je suis avec mon mental et je suis dans ces petites phrases qui va me dire « mais qu'est-ce que tu fais ?» nanana. Quand je suis aussi masseur, quand je masse quelqu'un, c'est la même chose. Je suis dans le corps de la personne, je rentre dans le corps de la personne. Je suis normalement pleinement avec elle et je masse avec mes mains, mais avec tout mon être en fait. Sinon, ça ne sert à rien, c'est juste mes mains qui font ça. Et j'ai déjà vu, je suis déjà allé me faire masser dans des centres de massage et les gens font ça à la chaîne. Et il n'y avait pas de cœur. Et il faut de l'empathie, il faut du cœur quand on masse. Et ma tête parfois fait « qu'est-ce que tu fais ?» La personne elle est nue. Waouh, c'est une femme, il va peut-être se passer quelque chose avec elle. Waouh. Et là, je fais, toi, tu te calmes là-haut. Tu te calmes. Il ne se passe rien, tu es juste en train de masser. Donc, en fait, je reviens au moment présent. Je reviens au moment présent. Et je fais aussi surtout confiance à la personne qui est venue me voir. Parce qu'il y a souvent le principe de le thérapeute, il sait, et la personne à côté est en souffrance, elle a mal, elle a perdu maman, papa, c'est trop douloureux. Donc, nous, on va l'aider, on va la sauver. Faux. La personne ne va pas très bien en ce moment, c'est juste un passage. Mais ce qui lui arrive, c'était destiné, c'était bon pour elle. Il y a quelque chose derrière, il y a une clé derrière, qu'elle ne voit pas encore. Et moi, je suis juste là pour aller écouter elle. C'est elle qui est la solution. Et moi, je dois me mettre au service. Et si justement j'étais dans l'ego, je dirais, c'est moi qui sais et c'est moi qui vais vous sauver. Là, non, pas du tout. Donc, en fait, cette personne-là, je me dis toujours, waouh, elle est plus intelligente que moi, elle est plus belle que moi. Et elle vient déjà faire que moi, je rayonne. Là, je suis dans mon métier. Merci, merci. Et puis, voilà, je m'appuie sur cette personne. Et en plus, il y aura les validations. Donc, quand mon esprit va trop, mon mental va trop partir en live, la personne me dit non, 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 calme-toi. En effet, c'est vrai, là, ce que tu as dit, en effet, j'ai 3 chiens. Et ces 3 chiens sont dispersés en ce moment, et blablabla. On peut Voilà. considérer, David, que tu mets des sortes de repères à différents moments donnés, justement, pour te rappeler, c'est pas à l'ordre, mais tu mets des repères, justement, Oui, pour éviter oui, de trop t'écarter de ce rail-là, justement, ouais, tout par à rapport à fait. ton mental. Ouais. Et en effet, c'est ce que j'appelle le garde-fou. Et moi-même, souvent, je me dis, mais enfin, tu pourrais aller même beaucoup plus loin, communiquer avec les entités, les anges, l'espace, l'univers. Et je me dis, mais l'univers, il est là. Tu n'as pas besoin d'aller tout là-haut. Mais ça dépend, il y a des gens qui en ont besoin et ils aiment ça, et tant mieux, et c'est très bien. Et ce qu'on appelle de la médiumnité. Mais pour moi, ce que je fais, ce n'est pas de la médiumnité. Même si à un moment donné, il y a des personnes défuntes qui peuvent arriver, ça peut arriver. Mais voilà, moi, je mets beaucoup de garde-fous parce que, bon, voilà, je m'ancre. Voilà, c'est un ancrage aussi. Il y a une histoire d'ancrage. Sinon, on perd le mental. Et d'ailleurs, souvent, les personnes qui sont dans les hôpitaux psychiatriques, on le dit dans le chamanisme, quittent l'ancrage et sont tellement, tellement hautes qu'elles sont dans l'astral, et donc elles entendent plusieurs voix. Et là, à ce moment-là, c'est schizophrénie, beaucoup de choses. Voilà. Je ne suis pas spécialiste de ça, mais c'est ce que j'ai entendu et ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup de se couper de l'enracinement, de la terre, de l'incarnation, incarner, prendre chair et de vriller. Et justement, pour pouvoir communiquer avec là-haut, il faut avoir cet ancrage-là. Un arbre peut aller chercher la lumière s'il est profondément enraciné, profondément ancré. Donc moi, ce que je fais, c'est l'ancrage, la protection. Je regarde la personne, je lui parle, il y a toujours 5 minutes, on va papoter. Par contre, je ne lui demande aucune info. Je ne veux savoir aucune information. Parce qu'après, souvent, la personne va être son mental, justement, va marcher très vite et dire « Ah ouais, mais ça, je lui ai dit que j'étais marié. » Ah non, mais en plus, bon, souvent on le voit, il y a une bague, mais « Ah, mais il sait que j'ai des enfants, ou il sait que… » Alors, ça compte pas, ce texte, c'est foireux. Dernièrement, j'avais fait un animal et un chien, et la personne, je voyais bien qu'elle était sceptique. Je voyais bien que ça marchait pas, enfin que ça collait pas. Mais on continuait, parce que bon, c'était la fille qui était allée chercher sa maman pour le chien. Donc, à nouveau, c'était pas quelqu'un qui avait envie de faire la communication, c'était une fille pour sa maman, pour le chien. Mais bon, c'est le chien qui les a réunis, c'est le chien qui nous a réunis. Et à un moment, j'ai parlé, je ne sais plus quoi, du foie ou des reins. Et là, la personne a fait tilt. Elle a regardé sa fille, elle a fait « Mais tu lui as dit, non? Tu lui as dit pour les reins ?» Mais pas du tout, maman, j'ai absolument rien dit. Et là, j'ai vu dans le regard de la personne, parce que souvent, j'aime bien le faire avec WhatsApp, on voit les gens, que quelque chose changeait, qu'elle se disait « Mais comment il a fait ?» Mais j'ai revu cette personne dernièrement, elle n'en parle pas de cette communication, elle n'en parle pas.
Et puis son chien n'a pas écouté ce que son chien disait. Et plus tard, elle l'a fait piquer. Alors que ce chien lui disait laisse-moi faire, je veux être malade parce qu'à travers ma maladie, je vis des choses. J'ai besoin de vivre ces choses-là. Mais bon, pour elle, c'était trop dur. Elle souffrait, donc elle a fait piquer son chien. Mais voilà, donc après, le texte appartient à la personne, elle en fait ce qu'il veut, et puis avec son chien, son animal, il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, c'est intéressant comme quoi le mental peut interférer dans tout ce qu'on fait. Donc, il faut revenir au corps, comme quand on danse. Hein. On va danser, on voit plein de gens, on se dit oh, putain, il faut pas que je fasse tel mouvement, on va me regarder là. Non, non, n'écoute pas ton mental, danse, sois toi-même. Voilà. Bon, merci David pour la réponse pour Sabrina. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait poser une question? Je crois que Lily voulait te demander quelque chose. Hey, coucou Lily. Bonsoir David et bonsoir à tous. Salut. Ravi de t'avoir encore ce soir, c'est cool. Merci. Alors je rebondis sur les entités parce que tu disais tout à l'heure que tu pouvais faire plusieurs communications avec les vivants. Est-ce que tu as déjà fait de la transcommunication instrumentale? Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une technique que Ernest Savensky, c'est un physicien allemand, qui faisait ça pour justement communiquer avec les esprits vivants et des esprits décédés. Ah. Mais je voulais savoir si tu avais déjà eu... mais ça me dit quelque chose. Il n'y a pas comme des formes de sons, et après, il y a peut-être une voix qui va se dessiner à un moment donné. Donc, oui, exactement. Ça marche par la transcommunication. En fait, c'est un moyen de communiquer avec les défunts par le biais, par exemple, de manifestations d'entités par de l'image, par des reproductions et des manifestations de voix sur des bandes sonores de radio. C'est la possibilité de communiquer avec le monde de l'invisible sur un support image ou électromagnétique. Pas que, parce que ça peut aussi rentrer aussi en communication avec la forêt, avec des poissons et tout ça. C'est une méthode assez extraordinaire et je voulais savoir si tu as déjà été approché par cette méthode ou est-ce que tu as déjà vu quelque part. Non, Julien m'en avait fait part et puis oui, je vois ce que c'est, mais non, j'ai jamais testé. Non. Moi, je te vois bien dedans. Ouais, oui, c'est vrai, ça peut être encore un outil. Bon, j'ai 3-4 outils à mon effectif et bon, faut déjà il y a du boulot encore. Écoute, tu ramènes beaucoup de bonheur et ça, c'est génial. Merci pour ta réponse. Merci à toi. Alors, si quelqu'un veut prendre la parole. Ah, bah, super, écoute, allez, petit rebond. Moi, je rebondis. Juste Sonia, j'aimerais juste partager à tout le monde encore. Si quelqu'un veut intervenir, vous pouvez appuyer sur le bouton pour débloquer vos micros. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Hein, c'est un micro ouvert. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. C'est le but de l'émission, n'oubliez pas. Je rebondis juste sur ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais que tu n'étais pas médium. Pour autant, ton moyen d'échange ou en tout cas de capter ces informations, ça ressemble terriblement à de la canalisation pour autant. Oui, mais c'est vrai. Bon, j'utilise pas ces termes-là parce que pour moi, même si on en a un peu parlé tout à l'heure, on peut le faire d'une manière. On a un don, c'est naturel, ça nous vient naturellement. Je dois avoir ça parce que depuis tout petit, je pense que j'ai toujours fonctionné comme ça. Mais bon, et puis souvent ça rassure les gens. Par exemple, quand j'ai fait mon site avec Julien, justement, bon voilà, j'ai pas souhaité mettre ces termes-là parce que ça m'aurait, entre guillemets, pas fermé des portes, mais ça m'en aurait pas ouvert non plus. Alors que j'avais envie de rationaliser quelque part les choses, même si c'est déjà très irrationnel à quelque part. Hein. Quand on prend la main de la personne, les gens, ça les rassure. Ils disent ah ok, ça y a un mouvement, ouf, on comprend, ça va. Mais dès qu'on fait ça par clavier ou que la personne se trouve au Québec ou à Paris et que moi je suis là tranquillement à Grasse, les gens se disent mais attendez. Donc oui, mais oui, c'est de la médiumnité aussi. Parce que quand je t'ai vu le faire, quand je t'ai vu le faire en action sur le clavier, c'est vrai que moi c'était comme si je pouvais apparenter ça à une sorte d'état de transe en fait. C'est très étonnant. Tu étais comme absorbé dans quelque chose. Ouais, comme si tu étais en train de te connecter à quelque chose de supérieur qui s'écoulait à travers toi en fait. Mais je pense aussi, peut-être que je n'ose pas encore me l'avouer, me le dire, mais c'est vrai qu'il y a la méthode aussi évolue en fonction de moi, évolue en fonction. Mais comme toute méthode, quoi. En effet, on peut être médium, puis tout d'un coup après, on va évoluer vers des canalisations très particulières ou un certain type de canalisation. Donc, comme peintre, hein, il suffit d'avoir un pinceau ou pas. Et puis moi, par exemple, je peins avec les mains quand je peins. Donc, j'ai inventé ma manière de peindre.
Donc, ouais, certainement. Ben, allez, ok, je suis médium, c'est bon. J'accepte. Merci, Sonia. Ben voilà, bienvenue. Voilà. Alors, les animaux, est-ce qu'il y a des questions autour des animaux, de la nature, là? Ça peut être sympa, ça, d'aller voir ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait poser une question sur les animaux et la nature, sur la communication avec les animaux? Parce qu'ils en ont des choses à nous dire. Hein. Ils sont jamais là pour rien. Bah écoute, si personne ne pose une question pour l'instant. Je sais que Sabrina, elle était très intéressée par le sujet des animaux et des plantes. Sabrina. Cool. Mais elle n'ose pas prendre la parole. Elle est en cours de chargement, il y a marqué, c'est pour ça. Elle télécharge des informations. Comme dans... Sabrina, tu veux intervenir? Je pose la question. J'avais une question ou tu veux intervenir? Tu peux, hein, vas-y, hein, au contraire. Compliqué, j'en ai 3 milliards. En même temps, ils discutent à base. Allô? Ah ouais, elle a un petit bug internet, Sabrina. On va attendre qu'elle revienne. Vous m'entendez là? Là, maintenant, oui. Tu avais disparu, il y avait une coupure. J'appuyais plus sur le micro, en fait. Oui, des milliards de questions, tout en n'ayant aucune, parce que je suis bloquée par ce clavier qui est sa méthode. Et moi, j'y vais... je ressens, j'ai l'impression qu'on me parle. Donc, j'essaye vraiment d'écouter, de faire ce que mes plantes, en l'occurrence, hein, parce que là, je vais parler des miennes, ont besoin, ou je vais essayer de comprendre mon lapin, parce qu'effectivement, comme tu dis, ils sont hyper bavards, ils ne font que ça. J'ai même une plante qui est super jalouse, et je l'ai même surnommée ma jalouse, mais ils ne font que parler avec nous, c'est génialissime. Ouais. Mais j'admets que cette histoire de clavier, du coup, me bloque un petit peu. Je ne sais pas comment orienter mes questions parce que je ne fonctionne pas comme toi. Ouais, mais avec ce que tu as dit, pour moi, j'entends une question et si tu veux bien, je vais y répondre. Tu vois, l'histoire du clavier, en fait, moi, c'est ma méthode. Et puis, il y a besoin du texte. Parce qu'une personne qui est handicapée, donc un enfant qui a 8 ans, un adolescent qui a 15 ans, quand les parents viennent me voir, ils ont besoin d'avoir un texte. Parce que derrière, par exemple, ils n'ont jamais entendu leur gamin parler. Jamais. Parce qu'il est privé de l'usage de la parole et il le sera normalement tout le temps. Donc, il y a besoin d'un texte. Donc, c'est très bien le clavier pour ça. Mais parfois, il m'est arrivé de le faire sans le clavier, parce que je l'ai fait devant une rivière, pour la rivière, et je l'ai fait pour moi. Il n'y avait pas de clavier, et je parlais tout haut. Mais pour moi, je parlais à la nature, tu vois. Mais en fait, si toi, tu le fais en recevant des images, c'est le principe de la communication animale, en recevant des images, en recevant des sensations, en ayant parfois des mots, c'est très, très bien. C'est que tu n'as pas forcément besoin de clavier, mais un jour, si tu te mets à écrire, comme la fameuse écriture automatique, ou si tu prends un clavier, bon, tu as juste un médium, justement, un média qui est le clavier. Mais moi, je m'en sers pour que les gens partent avec un texte. Mais souvent, voilà, l'animal, bah, je demande une photo. Parfois, je n'ai pas l'animal en photo. Mais il m'est arrivé d'avoir des flashs de l'animal, qu'est-ce qu'il faisait. Voilà. Donc, que ce soit avec une plante ou un animal, je fais la même chose que toi, sauf que j'utilise un clavier. Voilà. Ça répond à ta question? Oui. Après, c'est ma confiance et de faire taire mon mental. Là, ça va être un gros boulot. Ah, mais ça, je pense que c'est un gros boulot pour tous. Pour tous. Et merci, David, pour la réponse à la question de Sabrina. Et j'ai Cathy qui aimerait poser une question. Oui, Cathy. Oui, bonsoir, David. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Bon. David, moi, je me suis tournée vers la communication animale parce que j'ai remarqué le lien très fort que j'avais dès que j'étais en contact avec les animaux et même aux humains. Je leur explique des fois quand ils m'énervent un peu qu'on me fiche la paix parce que je suis plus animal. Alors, moi, ce qui se passe avec les animaux que je ne comprends pas, est-ce que peut-être vous allez pouvoir me l'expliquer? En fait, les animaux viennent vers moi souvent quand ils sont en souffrance ou malades ou affaiblis. Bon, ils viennent vers moi de toute façon quand ils me demandent à manger ou pour n'importe quoi, mais j'ai eu souvent des animaux affaiblis qui venaient vers moi. Et alors, en fait, au travers de ma communication animale, j'ai pas l'impression ou je n'ai pas conscience d'entendre quelque chose. Je ne sais pas ce qu'ils me disent, mais je comprends ce qu'ils ont parce que en fait, je me sers du verbe. C'est moi qui leur parle.
en fait, je leur réponds sans que Mhm. j'entende quoi que ce soit. Et c'est au travers de mes réponses que je comprends ce qu'ils ont et ce dont ils ont besoin. Mhm. Alors, pourquoi je n'entends pas et est-ce que c'est normal qu'ils me viennent ce discours que j'ai, en fait, je dialogue avec eux, mais j'ai l'impression que je suis la seule à m'exprimer. Je Mhm. n'ai pas la conscience d'entendre quelque chose. En fait, je Mhm. m'entends moi au travers de la réponse que je leur donne. Et pourtant, D'accord. c'est juste ce que je fais parce que je vois bien le bien que je fais et ce qui se passe pour eux à ce moment-là, même au niveau Mhm. du contact, en même temps que je leur parle, que je les touche, je les touche, mes mains les touchent à des endroits où ils m'envoient la réponse que ça leur fait un bien infini. C'est ce que Mhm. j'interprète. Ouais. Mais parfois, j'en arrive à me demander si je rêve pas. Si, Ça, c'est le si mental. je suis très claire dans mon truc, j'ai du résultat, Mhm. mais pourtant, moi, voilà, je n'entends pas, je ne Ouais. reçois rien d'eux. C'est mon discours à moi par la parole qui me donne les réponses. Est-ce Mhm. que c'est cohérent, mon histoire? Donc Oui, bien sûr. la question, c'est est-ce qu'on doit entendre pour faire de la communication animale? Mhm. Oui, est-ce qu'on doit forcément entendre? Parce que moi, j'entends pas, au contraire, je parle. Ouais. Eh ben, rappelle-moi ton prénom, s'il te plaît. Cathy. Cathy. Ben moi, de ce que j'entends, de tout ce que tu me dis, c'est juste parce que c'est ta méthode à toi. Après, le mental, il va te dire d'autres choses et il va te dire mais c'est pas juste, c'est pas normal. Et on va se comparer. Le mental se compare beaucoup. Et il va dire voilà telle personne. Ou moi, voilà, moi j'ai souvent eu des soucis avec l'histoire de diplôme. J'en ai pas là-dedans. Enfin, heureusement, j'ai fait des formations, mais même il n'y a pas besoin forcément de formation. Et surtout en ce moment, on est dans un moment de la planète, de la Terre, où ça se développe. Et j'ai pas mal de gens qui me disent mais moi c'est à la sauvage. Je comprends les animaux, je les entends, je les vois ou je les entends pas et je leur parle et eux ils me comprennent par contre. Donc je pense que c'est tout naturel. Tu pourrais pourquoi pas un jour faire une formation pour asseoir des choses et baliser des choses, tu vois. Mais peut-être que tu n'en as pas besoin. Donc il faut te faire confiance. Et il y a, moi j'ai du mal, par exemple, tu vois, je peux me dire moi, au contraire de toi, oh là là, j'ai du mal à les entendre. Voilà, pareil, moi je leur parle et j'ai peut-être du mal à les entendre. Mais quand je me concentre et que j'ai mon clavier, ça va tout seul. Mais j'ai quand même un chat que j'ai depuis maintenant 1 an et il y a un truc très fort entre nous. Et c'est vrai qu'il y a plein de moments où je commence à l'apercevoir, à peut-être entendre, je sais pas, mais percevoir des trucs ou je sais ce qu'elle veut me dire, ou c'est elle veut que j'ouvre la porte, ou qu'elle n'a pas envie que je m'approche d'elle pour des câlins. Donc, je t'encourage plutôt à continuer dans la voie que tu pratiques, qui est ta propre voix, et voix VOIE et VOX. Et voilà, ne t'encombre pas de te dire ah merde, j'ai entendu dire qu'on entendait, qu'on pouvait avoir des réponses très précises, qu'on pouvait même prendre avoir un texte. Non, tu t'en fous. Voilà, continue. Oui, c'est Et le doute, voilà, c'est que juste ça le a doute. produit C'est sur juste moi. le doute, exactement. Alors que les formations que j'ai fait, lors de ces Ah bah t'en as fait en formations, plus. Ouais. que ce soit, comment dire? En communication animale par des chamans ou par d'autres voies, elles me disent: «Non, mais tu as tout compris, c'est pas grave, c'est ta façon». Parce qu'on m'avait même dit: «Mais tu sais, tu peux communiquer avec eux sans leur parler». Mais Mhm. moi, j'ai besoin, ça me vient tout seul. Alors, il faut faire ce dont Le tu as besoin. verbe me vient Mhm. et Ouais. c'est en m'entendant moi-même donc Ouais, que je peux activer cet échange. tout à fait. Voilà. Moi, j'ai Mais tu envie de vois, te dire que mais tu les c'est très entends, bien. hein. Ouais. Moi, j'ai envie de te dire que tu les Mm. entends puisque tu leur réponds. Sauf que tu Oui, les entends pas avec tes oreilles, mais comme tu réponds, c'est que ton âme, elle a entendu, donc ta voix répond. Mais tu entends, en fait. oui, je le ressens comme ça, effectivement. Sinon, tu pourrais pas répondre. Mais je suis toujours dans le doute. Je suis dans le Alors, doute et après, ouais. je suis quand même dans l'étonnement parce que, Mm. parce que oui, j'ai l'impression que c'était juste. Mais ce n'est que mon impression et comme je suis Mm. toujours dans le doute, de moi-même, voilà, Mhm. je continue de me questionner quand même. C'est bien les questionnements et ça fait partie aussi de l'avancée. Mais à un moment donné, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais il faut les poser, les doutes et les questions. C'est bien pour avancer parce qu'il y a plein de découvertes qui ont été faites. S'il n'y avait pas des questionnements, on n'aurait pas Einstein, on n'aurait pas, voilà.
et puis tout simplement nos voisins. Enfin, on n'est pas forcément être obligé d'être super intelligent. Donc, il y a besoin de se questionner dans la vie, mais à un moment donné, on peut aussi poser et se dire, OK, j'ai confiance en moi. OK, ça marche, la méthode que je fais, puisque je vois qu'il y a des résultats. Et plus tard, si la vie, elle va t'aider, c'est toujours le même principe. La vie, elle nous aide tout le temps, tout le temps. Le meilleur des thérapeutes, c'est la vie. C'est vraiment pas forcément nous, c'est la vie. Et elle va trouver les moyens il n'y a donc pas de hasard. Même là, aujourd'hui, tu es là, il n'y a peut-être pas de hasard. Ça va peut-être t'aider dès demain ou après-demain à mieux communiquer, enfin pas mieux communiquer, mais à avoir plus confiance en toi. Moi, j'entends tout simplement qu'il y a une histoire entre toi et toi. Et puis, je t'invite aussi à leur demander à eux, à la nature, à ta plante, à ton lapin, demande-leur de t'aider, parce qu'ils sont souvent là pour ça. Ils sont souvent là pour ça, ils savent très très bien comment faire avec nous. Et moi, justement, de plus en plus, je demande à mon chat de m'aider dans mes communications animales ou mes communications facilitées. Je lui demande, alors après, je ne sais pas si elle le fait ou pas, mais c'est lancé à l'univers. Oui, mais, voilà. mais j'ai cette conscience-là, effectivement, que je leur dois beaucoup parce que ce sont eux qui me guident et qui m'apportent beaucoup de réponses. C'est ça, c'est des enseignants. Des enseignants. Donc, On à partir du est moment où tu as d'accord. vu que tu as toutes les réponses, il suffit. Le problème, c'est toujours le mental un peu négatif, mais ça, il faut aller gratter, regarder ce qui se passe, ou, comme j'ai dit tout à l'heure, tu lui parles gentiment, doucement, tu le remets à sa place, tu lui dis, écoute, là, les doutes, ils n'ont pas de… C'est des gardiens, souvent, les doutes, en fait. Tu sais, ils nous protègent. Il y a quelque part, ils veulent te protéger de quelque chose. Ah, mais tu on dis, en mais il y a plus besoin. Oui, c'est ce que je parlais des garde-fous. Ne douter de rien dans la vie, c'est Voilà, je parlais des possible. garde-fous tout à l'heure, mais pas au point, de ne rien Voilà. mettre en place, de ne rien faire. Et toi, c'est pas ton cas. Donc avance, puis dès que tu as un doute, tu dis oui, tu rigoles, quoi. C'est comme dit Sabrina, en fait, faudrait faire une émission pour une émission de gestion de mental, parce qu'en fait, on a tous cette même problématique-là. Hein. C'est vrai que c'est pas mal, c'est une bonne idée. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, c'était super, David. Merci Cathy, merci beaucoup. Merci David pour la réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir sur la communication animale ou même sur la communication d'humain à humain à travers la communication profonde? Célia, alors Célia, je débloque ton micro. Bienvenue à toi Célia et je t'en prie. Bonsoir. Alors, j'ai écouté par intermittence et je suis tombée sur l'intervention de Cathy. Alors, Célia, Katia, excuse-moi, Célia, excuse-moi juste un instant. Je précise à tout le monde, quand tu as ouvert le micro, ça partait très très fort. Donc, j'explique à tout le monde ici que tout le monde peut appuyer sur Célia et baisser le micro si le son de Célia est trop fort, juste pour information. Voilà, je te laisse reprendre, excuse-moi. Ah, je peux baisser d'un ton aussi, peut-être. Et donc, j'étais interloquée par son intervention parce qu'en fait, je vis la même chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois où je vais à un endroit, à partir du moment où il y a des animaux, ils vont venir vers moi. Et hier, par exemple, on était 18 dans un lieu fermé après 4 flash mobs. Il y avait 3 chiens, ils étaient souvent vers moi. Alors moi, je ne cherche pas à communiquer avec, je la regarde juste droit dans les yeux et je leur explique en fait, je les aime énormément, mais qu'ils ne peuvent pas rester à côté de moi parce que je suis allergique. Mais malgré tout, ils restent là, comme si c'était un message pour me dire, mais en fait, on peut t'aider à soigner. Mais sauf qu'à un moment donné, ça devient très difficile pour moi physiquement en fait de les garder près de moi. Alors du coup, maintenant, je m'interroge, je me dis, mais en fait, peut-être ils sont là parce qu'ils cherchent à communiquer. Mais pourquoi me choisir moi parmi les 18 personnes? Du coup, je me pose la question maintenant, après l'intervention de Katia. Est-ce que c'est comme ça, en fait, que du coup, se représente le besoin des animaux de rentrer en communication avec nous? Oui, c'est un des moyens. Enfin, je ne suis pas un immense spécialiste, mais d'après mon expérience, c'est ce que j'ai remarqué. Oui. Les animaux vont sentir chez toi la capacité de communication. Je pense qu'on l'a tous, mais on peut se fermer à ça. Et donc, eux, ils le savent. Hein. Donc, ils ne vont pas aller voir dans les 18 personnes, ils ont repéré. Et puis, peut-être aussi quelque chose d'autre.
peut-être ton énergie que tu as particulière, et peut-être ils ont besoin de se coller à cette énergie-là. Tu sais, on dit aussi que les chats, souvent, voilà, ronronnent et en fait, ils nettoient les pièces. Ils nettoient une personne, ils peuvent nettoyer des organes chez toi, ils se posent sur toi, ils vont nettoyer la foie, le foie, la rate. Hein. Mais bien souvent, en fait, ils viennent aussi chercher, en ronronnant, ils viennent chercher l'énergie de la personne chez qui ils sont. Moi, je sais que mon chat, c'est vraiment un maître pour ça. Dès que je vais pas bien, elle se colle pas à moi. Elle fait tout le contraire. Parce qu'elle voit que je suis pas très bien. Donc elle se dit, oh putain, je vais me capter son énergie là, mais j'en ai pas besoin, moi. Elle est très, très, très indépendante. Et par contre, quand je vais bien, hop, elle vient me voir. Et ça, c'est super, parce que c'est ce que j'ai besoin d'apprendre en ce moment dans ma vie. Donc peut-être que ces animaux-là, ils captent chez toi, soit ils viennent t'aider, pourquoi pas, mais ça va dépendre des animaux, hein. Soit au contraire, c'est toi qui les aides et ils viennent à toi pour capter ton énergie particulière. Soit ils viennent communiquer avec toi. Moi, je t'invite à regarder, c'est souvent comme ça que je fonctionne avec mon intuition. Les premiers mots qui te viennent quand tu as des animaux qui arrivent, c'est-à-dire les premiers mots qui te viennent sans réfléchir, justement, c'est ça l'intuition, sans mettre le mental. Ah, ils viennent pour communiquer avec moi. Eh bien, c'est que c'est ça. Ou ah, ils viennent pour se soigner, eux. Eh bien, c'est que c'est ça. Si tu y arrives, hein, normalement, ça vient tout seul, mais tu as des animaux qui arrivent, ça se trouve, il est juste pour être caressé, mais s'il reste longtemps, et puis pareil, demande-leur, comme on a vu avec Cathy, tu vois. Tu n'auras peut-être pas la réponse, peut-être pas, mais le fait de demander, déjà, ça ouvre la communication, ça ouvre un rapport, un lien, un pont entre eux et toi. Voilà ce que je peux te dire là pour l'instant. D'accord. Bon, merci. Ça te parle ? Je le verrai différemment à l'avenir. Jusqu'à maintenant, j'étais toujours surprise par cette réaction des animaux. Même parfois, je me suis retrouvée dans des lieux, il y a 50, 60 personnes. Et le seul chien qui arrive va venir vers moi. Et jusqu'à là, je me dis, bon, je les attire, mais sans trop me poser de questions. Et à partir de ce soir, je verrai les choses différemment. C'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est pas de hasard, surtout si ça se fait plusieurs fois comme ça. C'est évident. Ah oui, plusieurs fois, oui. Ou un message à transmettre, ou communiquer avec eux, ou les soins, mais tu as quelque chose à faire avec. Hein. Voilà, regarde, il y a des sites, il y a des choses qui sont très très bien faites autour de ça. Et puis, en plus maintenant, on est déconfiné, voilà, on va faire un stage ou creuse. D'accord, merci. En tout cas, merci pour ta réponse, David. Et j'avais Jean-Claude. Alors Jean-Claude, il est là, je vais activer son micro. Jean-Claude, bonsoir. Tu avais une question pour David, donc je viens d'activer la possibilité de poser la question à David. Donc il faut que tu appuies sur le bouton. Et est-ce que tu peux le faire pour lui poser ta question? Jean-Claude. On l'attend. Et c'était la même chose hier déjà. Ah, oui. Allô? Ah, super, Jean-Claude. Trop content de bien t'entendre parce que hier tu étais là, mais en fait, on ne t'entendait pas du tout. Et ça fait voilà, mais j'ai compris pourquoi hier. C'est parce que je n'utilisais pas mon téléphone, mais mon PC, en fait. Ok. C'est possible sur PC. Alors que ce soir, j'utilise mon téléphone et j'étais bloqué pour pouvoir parler. J'avais beau appuyer, ça ne marchait pas. Bah écoute, et moi, là, ça s'est débloqué d'un coup. Je suis très content. Je suis ravi de t'entendre et et en plus clairement, parce que hier c'était difficile. Donc pose la question, David, je t'en prie, sois le bienvenu. Donc David, je fais de la communication animalière pour essayer de retrouver des animaux perdus. Et est-ce que tu as travaillé dans ce sens-là? C'est-à-dire que la personne, en fait, avait perdu un animal et c'était par rapport à l'animal qui était en désespoir, quoi. Oui, tout à fait. D'ailleurs, dernièrement, j'ai une amie, on s'échange comme ça en ce moment les animaux, puis moi, ça m'aide encore à m'entraîner. Et alors, c'était très curieux parce que cette personne-là et une autre personne, elle fonctionne vraiment dans la communication animale. Moi, je n'ai pas été formé à la communication animale. Comme je l'ai expliqué, voilà, ce que je fais, CPA, je l'ai dérivé vers les animaux. Mais voilà. Et ben moi, j'ai eu un texte et l'animal parlait. Donc, du coup, on s'est dit, mais moi il n'a pas voulu me parler, cette personne et une autre personne, les deux femmes là. Moi, l'animal ne m'a pas parlé. Pour moi, il est mort. Donc, cet animal était parti, avait quitté la maison depuis 10 jours, m'a dit, pour moi, il est mort. Et moi, j'ai dit, c'est curieux, j'ai quand même un texte. Elle dit qu'elle est partie pour retrouver ses petits, même si elle n'en avait pas eu, j'étais pas sûr, mais c'est comme si énergétiquement, elle devait aller chercher ses petits. Et j'ai commencé à douter. Mon mental a fait waouh. Et puis, je me suis dit, fais confiance. Si le texte dit ça, vas-y. Et quelques jours plus tard, elle m'a dit waouh, la chatte est revenue. Donc, elle sait qu'elle était vivante. Et c'est qu'elle a vraiment communiqué avec moi et qu'elle est revenue.
Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'elles ont capté? Elles n'ont peut-être pas réussi à lui parler. Est-ce qu'avec moi, elle est venue parce que par un autre biais, j'ai réussi à la toucher, ou parce qu'elle voulait elle voulait un garçon, elle voulait pas les deux nanas. C'est très particulier. Donc, voilà. Mais ça m'est arrivé, oui, de le faire avec des animaux qui avaient disparu. Donc, parfois j'ai la photo, parfois j'ai pas la photo. Mais c'est arrivé 3 fois seulement que j'ai eu des animaux disparus. En général, les animaux sont à la maison avec les maîtres. Donc, j'ai aussi des confirmations de ce qui se passe. Parce qu'après, on peut faire dire n'importe quoi à l'animal. Comme il a disparu dans la nature depuis 10 jours, je dis oui, il va bien, il est dans les arbres, voilà, vous pouvez me payer maintenant. Non. Là, c'est très particulier comme communication, je trouve, parce que waouh, Alors après, les faire revenir, là aussi c'est délicat, parce que moi, je dis avec l'animal, je dis est-ce que tu es prêt à rentrer? Est-ce que tu veux rentrer? Et il y a eu un animal à un moment donné qui m'a dit non, non, moi je suis désolé, je suis parti. Et j'ai trouvé autre chose. Et c'est une autre personne en communication animale qui avait des flashs, des images, qui m'a dit oui, oui, dans ton texte, ça parle d'enfants et d'une famille. Et en effet, moi je l'ai vu avec des enfants jouer dans un jardin avec une famille. Donc le chat, comme font souvent les chats, avait choisi un autre maître. Donc voilà, là c'est pareil, ça n'appartient pas. Parfois les animaux partent et ils ne veulent pas revenir. Tu as peut-être cette expérience-là, toi aussi. Je vais parler d'une expérience personnelle. J'ai fait une communication animalière pour les chevaux parce que j'ai peur des chevaux. Et je voulais savoir pourquoi j'avais peur des chevaux, en fait. Et on m'a mis une photo d'un cheval et je me suis branché sur ce cheval. Et ce cheval m'a montré mes vies antérieures où je l'ai malmené. En fait, j'ai vu plein de vies, mais ça défilait à 100 à l'heure. Et quand je suis revenu et que j'ai voulu en parler, je suis parti dans un délire. Je me suis mis à pleurer parce que je sentais la souffrance que j'avais donnée à tous ces chevaux, en fait. Et tout ça avec la photo d'un cheval il était juste là en support, en fait. Alors, tu vois, Donc, Jean-Claude, c'est marrant il a ce que communiqué tu avec dis. moi. Tu vois, quand tu parles de tes vies antérieures suite à cela, j'ai une fois une dame qui est venue me voir et qui me dit oh, moi, j'ai une phobie, c'est les roses. Je suis terrifiée des roses, elles me font peur, j'arrive même pas à les apprécier, etc. Et d'un seul coup, j'ai un flash et je la vois. Bon, je ne connais pas trop les époques, mais ça ressemble à des maisons comme en Louisiane. Je la vois, alors, je dirais fin du 19e. Et elle se fait piquer par une épine, là, le pic de la rose, la épine. Et en fait, elle est morte d'une septicémie à cause de ça. Et je lui ai parlé de ce truc parce que ça me semblait évident. Je reprends contact avec elle quelques années plus tard, parce qu'en fait, c'était la maman d'un copain, machin et tout. Et en fait, cette femme, je dis, bah alors, ça se passe comment? Elle me fait, bah quoi? Je dis, bah les roses. Oh, ben non, ça va, j'ai plus de problème avec ça. C'est un truc de fou, hein. Et au départ, quand j'ai commencé la communication animalière, la première chose que j'avais besoin, c'est d'avoir une vitre devant moi, une vitre blindée pour me protéger du cheval. Parce qu'il était dans un box devant moi et j'avais peur qu'il m'attaque. Donc, en me protégeant, après, j'ai pu voir tout ce qu'il a voulu me faire voir. J'ai eu un moment, mais c'était impressionnant. Et justement, Jean-Claude, je me permets de rebondir sur quelque chose, qu'il y a un truc qui me vient là, comme ça d'un coup. Et je crois que je ne l'ai jamais demandé à David, en fait, cette question-là. En fait. Quand tu communiques avec les animaux comme ça, est-ce que ça t'est arrivé déjà, quand tu communiques à un animal, de ressentir que. Alors, parce que apparemment, il est dit que les animaux ont une âme particulière et les êtres humains ont une âme particulière. Est-ce que tu as déjà eu l'impression, en communiquant avec un animal, qu'il y avait une âme humaine à l'intérieur, en fait? Tu poses la question à Jean-Claude? Vas-y. Non, je pose à toi, David, la question. Vas-y, oui, mais vas-y, Jean-Claude, si tu veux, tu avais un truc à dire, vas-y. Non, pour moi, je n'ai pas l'impression que c'était une âme humaine. C'était son âme, mais pas humaine. C'était l'âme animale, quoi, en fait. Et moi, merci Jean-Claude, pendant que tu parlais, ça m'a fait penser aussi aux âmes groupes. Tu sais, par exemple, on le voit beaucoup en chamanisme, l'âme groupe, je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais par exemple, on va faire appel au loup, à la force du loup. Donc, il y a l'âme des loups en général qui s'incarne et va venir nous apporter des messages. Et ça, c'est plus dans le chamanisme. Chaque animal, ou une pierre, ou une faille, une crevasse, enfin peu importe, mais
la nature va venir nous parler, une feuille, une toile d'araignée. Une fois, j'étais rentré en communication, mais ça, c'était plus avec… ah bah tiens, là voilà. Vous allez entendre mon chat, là, elle va venir me voir. Et voilà, donc je pense qu'il y a l'âme groupe des animaux. Et puis, ça peut arriver, pour répondre à toi, Julien, ça peut arriver que l'animal soit connecté ou ait une âme humaine. J'ai le souvenir d'avoir entendu ça, je ne sais plus où, c'est pas avec Ama, mais il y avait un maître, un grand maître indien, je ne sais plus le nom. En tout cas, il a eu une vache qui est venue à lui. Donc déjà, les vaches sont sacrées là-bas, donc ok, il y a respect. Mais ce grand maître indien, quand il a vu cette vache, il a reconnu un de ses amis ou un de ses grands maîtres qu'il a suivi, pareil, pendant de nombreuses vies, qui s'était réincarné en vache. Et il l'a eu dans son ashram pendant, je ne sais pas combien de temps vivent les vaches, hein, mais j'en sais rien, peut-être pendant 10 ans. Il a eu la vache à côté de lui. Alors, pas tout le temps quand même, hein, il faut bien qu'il aille aux toilettes ou dormir. Mais la vache était continuellement avec lui et ils bavassaient tous les deux. Alors, ils ne parlaient pas comme ça à haute voix, mais dans la vidéo, on voit bien qu'il y a une communication, une complicité. Et il a toujours dit que pour lui, c'était comme s'il avait son ami à côté de lui, un être humain. Et pourtant, c'était une vache. Donc, je n'ai pas la réponse, mais je pense que dans certains animaux, il y a peut-être parfois des âmes qui sont beaucoup plus évoluées ou beaucoup plus proches de l'humain, entre guillemets, que de l'animal. Alors, ça ne veut pas dire que plus on est humain et âme humaine et plus on est évolué et les animaux sont en bas, parce que ça, au contraire, c'est ce que j'avais entendu déjà dire, et je trouve parfois que c'est extraordinairement, parfois vrai. Au contraire, les âmes animalières, animaux, les animaux sont beaucoup plus hauts que les humains. Et les humains sont en dessous, parce que les humains font la guerre, les humains se battent, les humains tapent leurs enfants, et les animaux ne font pas ça. Enfin, en tout cas, pas de cette manière-là, pas de manière gratuite. Donc, oui, au contraire, voilà, si ça se trouve, les âmes des animaux sont beaucoup plus évoluées que nous, et c'est ce que je repère souvent dans la nature. Hein. Voilà. Ils sont plus évolués parce que moi, j'ai eu affaire à un chien. On m'a donné une photo d'un chien et il m'a montré que tout simplement, ces maîtres se trompaient complètement dans la façon de l'utiliser. C'est-à-dire qu'ils le laissaient enfermer dans la maison et ils me disaient qu'il fallait que je leur dise de le laisser dehors pour qu'il garde dehors. Il voulait faire son travail de gardien, en fait. Et ces maîtres ne voulaient pas du tout ça. Ils voulaient un chien qu'on cocoune dans la maison. Et oui. Et il était très, très malheureux de l'erreur que ces maîtres puissent faire par rapport à son encontre. Ouais. Donc, ils sont beaucoup plus intelligents, ils sont au-dessus de l'être humain, ça c'est clair. Ils ont leur rôle. Moi, je vois mon chat. Alors, chacun a sa façon de voir et d'être et de fonctionner avec les animaux. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais moi, mon chat, j'ai voulu avoir un chat. Au début, j'en voulais pas parce que je voulais pas qu'il soit en appartement. Je refusais qu'il soit en appartement. Et en plus, c'était 15 mètres carrés. Non. Et c'est elle qui m'a appelé, qui est venue à moi. C'est vraiment un chat sorcière. Et grâce à elle, j'ai réussi à déménager, à avoir un appartement plus grand, mais surtout avec un jardin. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire d'un jardin? Qu'est-ce que je vais faire dans la nature? Enfin, j'ai besoin de la ville, je connais que la ville. Et j'apprends. Et c'est grâce à elle. Et donc, ce chat, voilà, dans ma vie, n'est pas venu pour rien. Et dans les exemples aussi qui vont loin, hein, qui sont quand même questionnants, cette amie là dont je parlais, là, qui fait aussi des communications animales, mais avec vraiment le vrai protocole communication animalière, un jour, elle a fait une communication avec, je crois, une femme qui battait son chien. Et je ne sais plus par quel biais elle a pu faire cette communication. Et le chien lui a dit surtout, parce que voilà, ils étaient prêts à enlever le chien de la famille, le mettre à la SPA ou le donner à une famille d'accueil. Le chien disait surtout ne m'enlève pas de cette famille. Surtout garde-moi dans cette famille-là. C'est pour ça qu'il avait refusé toutes les communications avec toutes les autres personnes qui pouvaient communiquer, sauf avec Sonia, qui pouvait comprendre le point de vue du chien. Et le chien avait une énergie tellement particulière, tellement forte, qu'il disait « Je me laisse taper ». Alors, ce n'était pas taper jusqu'au sang, mais quand même, il recevait quand même de bonnes baffes et tout ça. « Je suis venu exprès, je suis venu dans cette famille, je me laisse taper, parce que si je ne laisse pas faire ça, la femme va s'en prendre à son bébé.
Donc moi, je protège le bébé. Je suis au milieu et je suis dans une énergie de protection. Je ne mordrai pas ma maîtresse, parce que sinon elle ne comprendrait pas. Et voilà. Mais par contre, je suis là au milieu. Et donc, du coup, j'ai regardé autrement les chiens avec les petits chiens de leur mémère, là, avec les grands-mères et leurs petits chiens des mémères. Moi, je me moquais, je me disais, ah, c'est les petits chiens des mémères, je préfère le fameux berger allemand. Mais qu'est-ce que tu sais de ce petit chien? Il est en train de lui apporter peut-être beaucoup d'amour, il est en train de lui apporter un enseignement, il est en train de lui apporter… La taille importe peu avec les animaux. On le voit en chamanisme, un scarabée, une fourmi peut vous apporter beaucoup plus que le fameux loup, que le fameux ours parfois. Donc voilà, dans ces communications-là, j'ai été vraiment surpris aussi avec le rapport de violence qu'il y a entre les animaux et les humains, ce qui ne veut pas dire battez vos animaux, continuez, foncez. Pas du tout. Mais parfois, il y a des trucs très, très, très étranges. Moi, mon chat m'a fait remonter des violences extrêmes, extrêmes. Et les gens me regardaient en disant, mais toi, David, tu tapes ton chat? Ben oui, ça m'est arrivé parce que j'avais des colères extrêmes. Et en fait, elle m'a expliqué pourquoi, on est allé voir, et elle m'a dit, maintenant, c'est terminé. Et c'est vrai que c'est fini, maintenant. Mais dans les premiers temps, waouh, c'était un truc, elle faisait quelque chose, et moi, mon enfant intérieur ne supportait pas ce qu'elle faisait, parce que je voulais contrôler l'animal. Et j'ai commencé à lâcher, dire, elle est libre. Et là, maintenant, elle est libre, elle vit sa vie. Elle n'est pas, alors elle est pulsée, mais elle n'a pas comment on appelle ça, les trucs pour les maladies. Elle vit sa vie. Et si un jour elle passe sous une voiture, bon, bah, ça sera la vie. Mais voilà, je ne vais pas la conserver, la garder, que ce soit mon animal. Ce n'est pas mon animal. Par contre, c'est un animal qui est venue passer un temps avec moi, 6 mois, 1 an, 8 ans. Et puis elle sera mangée par un renard, mais ça sera la vie. Voilà. David, j'ai une question. David. J'ai une question encore, une dernière question. C'est par rapport au trisomique. Ouais. Est-ce que vous avez eu l'occasion de faire un travail avec les trisomiques et justement et les animaux? Ah non, non, mais c'est vrai que c'est puissant. Comme par exemple, je crois que c'est l'enfant cheval, cette histoire d'un enfant autiste qui est parti en Mongolie avec son père. Et justement, les chevaux ont aidé l'enfant à sortir de l'autisme. Parce que les chevaux sont très, très, des fois, on utilise les animaux pour ça. C'est ça, tout à fait. Ouais. Non, je n'ai jamais fait, mais c'est vrai que c'est quelque chose… Mais dans cette idée-là, je suis aussi photographe et je sais que dans cette idée-là, j'ai envie de faire quelque chose qui relie les gens. Parce que bien souvent, les personnes âgées sont dans un lieu propice à leur maladie. Les personnes handicapées sont là, les prisonniers sont là-bas, les machins. Et en fait, on sectarise, on met dans… Les animaux sont là-bas, la nature est là-bas, nous, on est en ville. On commence à s'ouvrir, mais j'aimerais bien des photos, voilà, avec des personnes qui sont handicapées, faire quelque chose avec des personnes qui sont gays, des personnes qui sont trans, des personnes qui sont féministes. Waouh, pouvoir inclure. Et c'est vrai que si on le fait aussi maintenant tout doucement avec des enfants qui viennent dans les maisons de retraite, des animaux qui viennent dans les maisons de retraite, justement pour les aider, pour juste qu'ils caressent l'animal. Et c'est génial qu'il y ait tous ces ponts. Et c'est ce qu'on est en train de faire à travers cette émission et des ponts avec là-haut, des ponts avec ici. Ouais. Donc, c'est une bonne idée, Jean-Claude. Tu viens de me donner une idée. Merci. C'est moi. Merci, David, pour toutes tes questions. Merci, David, aussi pour toutes les réponses. Merci. Ouais, merci, David. David, moi, j'ai une question. Tu sais, quand tu parles d'entrer en contact avec différentes facettes de l'humain, tu m'avais parlé du générationnel et du transgénérationnel. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu à quoi ça correspond, en fait? Oui, là aussi, je ne suis pas un spécialiste. Je lis très peu, justement, pour pouvoir détacher mon mental. Donc, je lis peu de bouquins, même sur la communication facilitée, sur ce que je fais, je lis peu et j'expérimente. Donc, je peux juste… ce que je peux dire, est-ce que Alors, je peux peut-être préciser ma question. C'est-à-dire que quand tu fais une communication profonde accompagnée avec quelqu'un d'humain, est-ce que, justement, quand son âme s'exprime, tu peux retrouver, on va dire, dans les textes et dans l'expression, une facette d'elle-même, peut-être d'une vie autre qu'il a pu avoir? Ah ben ça s'est arrivé, c'est vrai. Enfin, là, on change complètement. Hein. Tu parles de vie antérieure, non? Oui, on parlait des animaux, mais je me posais la question justement parce qu'il y a un côté transgénérationnel. Et je me demandais, quand tu communiquais, si tu pouvais accéder, justement, on peut accéder à des facettes qui sont dans notre ADN en nous, justement, à des vies qu'on a pu avoir. La CPA, pour moi, c'est vraiment du transpersonnel, ce qu'on appelle une thérapie transpersonnelle. Donc, en effet, on va avoir tout ce qui est transgénérationnel,
On pourrait dire le passé, l'arrière-grand-mère, l'arrière-arrière-grand-père. Alors souvent, j'essaie de poser la question parce que c'est pas souvent précis. Hein. On n'a pas le prénom qui arrive. Parfois, ça m'est arrivé. Hein. Il y a Norbert qui arrive, mais c'est très rare. Mais donc, on va aller voir le transgénérationnel. Souvent, on le dit, je crois qu'il faut 3 générations pour arriver à commencer à avoir des réponses. C'est-à-dire, il y a une problématique dans une génération. La génération d'après en est complètement inconsciente. La génération d'après sait, mais va se taire. Et la génération d'après, la 3e, commence à fouiller, commence à poser des questions, commence à dire mais là, j'ai besoin de travailler sur moi. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'arrière-grand-père là? Qu'est-ce qui s'est passé avec papy? Qu'est-ce qui s'est passé avec maman? Pourquoi elle en est là? Et on voit évidemment qu'on suit les schémas. Bien souvent, une personne qui a subi des attouchements ou des choses graves, qui sont graves comme celle-ci, ou plus graves ou moins graves, parfois ça se suit de génération en génération. Et la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère. Hein. Donc, avec la CPA, on peut aller voir ce genre de choses. On peut aller dénouer. C'est comme je le disais, comme disait même Cathy ou toutes les personnes qui ont parlé tout à l'heure, à partir du moment où vous faites une communication avec un animal ou avec une personne, comme avec de la psychologie normale, si vous êtes vraiment dans une vraie communication, un vrai médium, sur la bonne fréquence, il y a déjà la moitié du travail qui est fait. Il y a déjà la moitié de la thérapie qui est faite. Il y a déjà quelque chose qui commence à se découvrir, à aller mieux pour l'animal ou la personne. Il n'y a pas besoin de faire plus. Parfois, il y a besoin, c'est vrai, de poser des actes, mais c'est déjà grand. C'est déjà très, très bon d'aller communiquer avec sa plante, d'être communiqué avec, voilà. Et avec une personne handicapée, pareil. À partir du moment où vous allez vers une personne qui est handicapée, que vous commencez à ne plus la voir comme un légume et que vous vous dites, et que vous n'avez pas peur d'elle, parce que bien souvent, elles bavent, elles ont les dents tordues, les mains atrophiées. Vous allez vers elle, vous lui dites bonjour, vous lui faites un sourire, vous allez voir. Déjà, ça ouvre quelque chose dans son cœur à elle et dans le vôtre aussi, bien sûr. Donc oui, le transgénérationnel, oui, pour la CPA. Et là encore, dans ce que je fais moi, il m'est arrivé de toucher à des vies antérieures. Mais là encore, comme j'ai pas de preuves et que moi j'aime bien être ce garde-fou, j'aime bien être ici et maintenant. Bon, voilà, on va là-dedans, mais je dis bon, comme on n'a pas de preuves, je dis ouais, est-ce que ça vous parle pas, ça parle pas à la personne, on passe à autre chose. Mais par contre, si ça parle à la personne de manière physique, si elle commence à ressentir des choses, comme pour Cathy et d'autres, quand vous ressentez des trucs, ça c'est banco, parce que vous le ressentez dans votre corps. Comme Jean-Claude, j'imagine, voilà, il a eu des flashs, il a ressenti des trucs dans son corps, donc il n'était pas fou. Le mental va te dire après, mais c'est n'importe quoi, attends, un cheval qui… Non, tu as ressenti des trucs, donc voilà. Donc oui, cette méthode peut aller au niveau des vies antérieures aussi. Hein. Voilà. Il y a peut-être des gens qui pratiquent uniquement comme ça d'ailleurs. Voilà. Merci David. Et donc en fait, c'est incroyable parce que je regarde un peu ce qui est posté sur les animaux et en fait, on se rend compte que vraiment la communication avec les animaux et le fait d'avoir un animal, c'est vraiment une thérapie incroyable en fait. Alors bon, entre guillemets, il ne faut pas le prendre comme ça parce que, enfin, c'est une thérapie, oui, mais avant tout, c'est un lien d'amour, évidemment. Quand on a un chat, la première question qu'il faut se poser, un animal, un lapin, n'importe quoi, c'est est-ce que je vais, comme un enfant, est-ce que je vais être capable de l'aimer? Est-ce que je vais pouvoir en prendre soin? Mais l'animal peut nous apprendre ça. Parce que moi, du coup, elle m'apprend beaucoup. Lina, mon chat, elle m'apprend. Mais puis des fois, l'animal vient, comme pour la personne tout à l'heure qui disait, moi j'ai un animal, on est 18, on est 50, l'animal vient vers moi. C'est l'animal qui vient vous chercher. Et moi, je crois que cette petite Lina, elle est… Parce que je voulais pas d'animaux, moi. J'en voulais pas. J'en ai eu un pendant 1 an, je l'ai donné, mon chat que j'avais avant. Je disais, bon, les animaux, c'est pas fait pour moi. Je suis tellement libre, je voyage énormément, je fais des photos, je pars dans d'autres pays. Et puis, il y a quelque chose qui est né au Liban, quand j'étais merde, j'ai Téhéran qui me vient, mais enfin bon, peu importe. Et dans la capitale du Liban, et puis Beyrouth. J'étais à Beyrouth, et puis il y a plein de chats qui venaient à moi là-bas. Il y en a beaucoup. Et j'ai commencé à me dire, tiens, il y a quelque chose qui s'ouvre en moi. Je suis capable maintenant, je suis plus mûr pour recevoir un chat, mais pas n'importe lequel. Je voulais, entre guillemets, un chat maître. Mais je pense que tous les chats, tous les animaux nous apportent quelque chose. Mais il y en a qui sont plus ou moins puissants. Il y a des animaux, en effet, qui sont plus ou moins puissants. Mais méfiez-vous des petits oiseaux. Hein. Et en effet, même les oiseaux dans les cages, des fois, là, je vois, j'avais une connaissance, parce que j'avais beaucoup travaillé à ce qu'on appelle le quartier de l'Ariane à Nice, donc avec des publics parfois en difficulté. J'avais travaillé avec des gitans.
Et à un moment, eux, ils font des combats d'oiseaux, des combats de chants, des fois, il y a des chants, ça passe, malgré qu'ils sont dans des cages, mais des combats d'oiseaux, alors des combats des fois de coqs, des combats, voilà. Et puis des combats d'oiseaux, ils ont des rapaces, hein, ils ont des faucons, ils ont des trucs comme ça. Et jusqu'à temps qu'un l'un soit à terre, et puis on paye, et puis voilà. Et puis, un jour, j'ai une discussion parce que les gitans, quand même, sont ouverts à l'invisible, mais peut-être moins maintenant, parce qu'ils s'éloignent des contes, ils s'éloignent des enseignements, ils font comme nous, hein, voilà. Ils font comme nous, où on retrouve ça, où beaucoup de gens s'éloignent de l'enseignement de la nature. Et bien, le gars, par le fait que j'ai discuté avec lui, que je lui ai dit, regarde autrement ton oiseau, ça s'est passé très, très tardivement, peut-être, je ne sais pas, 3-4 mois plus tard, l'oiseau a réussi à s'échapper. Et je lui ai dit, regarde, je l'ai dit calmement parce que c'était quand même un gitan, il ne voulait pas me faire voilà, quoi, parce qu'il était quand même un mec bien dans ses croyances, on va dire. Et je vais juste dire, remarque que l'animal a trouvé le moyen de s'échapper, d'aller vers la liberté. C'est qu'à un moment donné, il avait certainement quelque chose à t'apprendre, quelque chose à t'enseigner en cage. Et à travers les combats qu'il a menés, et il était le plus fort parce qu'il gagnait tout le temps avec cet oiseau. Et là, il est parti. Et toi, tu pleures son départ. C'est que déjà, tu t'étais attaché à lui, certainement, regarde. Et puis, je ne sais plus la conversation qu'on a eue, mais c'est passionnant. Les animaux viennent vraiment nous chercher, parfois dans nos failles, parfois dans nos blessures, mais viennent nous chercher surtout pour nous apprendre l'amour, comme les personnes handicapées, qui sont plus évoluées que nous, souvent. Et on les regarde comme des légumes, mais bon Dieu, si vous saviez ce qu'il y a à l'intérieur d'une personne qui est privée de l'usage de la parole, c'est fabuleux, quoi. Voilà, donc, je sais pas, les 22h34, j'ai envie de dire, c'est envie de clore comme ça par ça, sauf s'il y a encore une dernière question. Mais... Bon, en tout cas, David, merci. Est-ce qu'il y aurait une dernière question avant que David tire sa révérence? Est-ce que quelqu'un aurait une dernière question? Sinon, David, écoute, c'était encore un beau moment partagé avec toi. Il tire sa révérence, il parle d'autre chose. Il tire sa révérence. Personne d'autre a une question à poser à David? Tout est OK pour tout le monde? Je ne suis pas célibataire. Pardon, Sabrina. Vas-y, parle de ton célibat si tu veux, ou pas. Et non, je ne suis pas, justement. Ouais. Oui, tu dis non, tu le fais, j'en suis sûre. J'ai mal commencé ma phrase, je m'en excuse, elle était un peu accusatrice, j'aime pas. Tu parles aux arbres, aux animaux, etc. Est-ce que tu as déjà, toi aussi, constaté comment on dit, des comportements pas physiques, parce qu'ils n'ont pas de physique, mais ils parlent avec leur corps aussi. Oui, oui. Parce que c'est un peu tout. Oui, c'est vrai. Oui, tu as raison, bien sûr. Et ils parlent avec leur corps et des fois, comment ça s'appelle? L'étiologie, je crois, le comportement des animaux, là. L'éthologie. Et c'est vrai que, par exemple, moi, le chat, je remarque, tu sais, la queue, là, quand ils ont la queue en forme de point d'interrogation, c'est qu'ils sont bien, la queue en l'air. Quand ils ont la queue en panache, là, puis qu'ils sortent, comment ça, on le voit. Hein, et pour les chiens, c'est pas pareil. Quand ils ont la queue qui est très, très, très agitée, ils sont très contents, les chiens, ils veulent jouer. Par contre, un chat, la queue agitée, ils sont nerveux. Donc oui, déjà, moi, j'avais commencé à observer juste mon chat. Mais quand on fait une communication animale, observez aussi quelle va être l'attitude de l'animal. Et pour une communication aussi avec la personne qui est handicapée, on le voit, il y a un apaisement qui va se faire, ou la main va être plus lourde dans votre paume de main, si vous le faites sur un clavier. Et pour une personne qui est valide aussi, parce que tout d'un coup, elle va souvent se masquer un peu ses émotions, ou se retenir, ou ne pas oser pleurer. Et puis vous regardez dans le coin de l'œil de la personne, vous voyez une larme. Et là, le fameux accompagné, de communication profonde accompagnée, fait partie de la thérapie. Vous êtes thérapeute, donc vous accompagnez. Donc vous voyez le coin de larme dans l'œil et vous dites, vous savez, vous pouvez pleurer, vous pouvez là, c'est le moment. Et la personne se lâche. Donc oui, les animaux ont un dialogue, ont une communication infraverbale, mais surtout verbale. Hein. C'est à nous d'aller vers eux. Ouais. Merci, écoute, David. J'ai une question, moi, une dernière question. Bonsoir tout le monde, bonsoir David. Je voulais savoir. Oui, Patricia. Salut. Bonsoir à tous. Je voulais savoir si tu avais déjà eu une expérience avec des enfants prématurés, très grands prématurés, parce que ma fille est née très grande prématurée
Donc, c'est des bébés qui sont vraiment tout petits en couveuse. Et souvent, on se demande un petit peu si, ce qu'ils ressentent, d'accord? Parce qu'ils ont des soins très, très lourds pour certains. Et je voulais savoir si tu avais eu cette expérience-là, parce que moi, donc, on a tout de suite fait comment dirais-je, pas de la calinothérapie, mais je veux dire du pot à pot, pour les apaiser. Et je voulais savoir si toi, tu avais eu une expérience, et je pense que ça serait peut-être intéressant de le faire finalement, pour savoir ce que ces petites âmes, elles ont à nous transmettre. Toutes les communications sont possibles. Comme je parlais, c'est le vivant. Donc oui, c'est possible avec elle, bien sûr. Après, il faut qu'elle ait envie de communiquer. Donc, même si elle ne parle pas, par exemple, ou qu'elle parle, la première question sera toujours: est-ce que tu as envie de communiquer avec moi? Je dis le cœur, je dis l'âme, enfin, peu importe. Et à ce moment-là, si ça dit oui, le texte va défiler. Et oui, on pourra avoir des informations. Après, l'attente des parents est souvent très forte. Donc, du coup, des fois, on n'a pas les réponses qu'on souhaite, on n'a pas les réponses. Mais là, pareil, c'est un enseignement. C'est peut-être qu'on l'aura à la 2e séance, à la 3e séance, ou pas, ou parfois ça parle par énigme, souvent, dans cette communication. Mais c'est possible, bien sûr, c'est possible. Et si c'est pas par moi, ça sera par quelqu'un d'autre. Mais si toi-même, tu commences à le demander à l'univers, parce qu'à nouveau, c'est un mode de communication, tu commences à appeler l'univers et à poser la question: qui pourrait aider ma fille? Envoyez-moi quelqu'un. L'univers va s'en occuper, il t'envoie quelqu'un. Donc ouais, c'est possible, moi ou quelqu'un d'autre. Bien sûr. J'espère en tout cas. Voilà, je veux pas faire de promesses, mais tout type de syndrome, tout type d'handicap. Une fois, c'était très beau. C'était une personne qui était un handicap, pas un handicap, un coma vigile. Donc cette personne était depuis 21 ans dans le coma, mais elle pouvait ouvrir les yeux, les fermer. C'était très fort. Elle pouvait te prendre la main, pouvait serrer la main si elle voulait dire oui ou voulait dire non. C'était hallucinant. Donc en fait, il la débranchait pas parce qu'il savait pas si elle était vivante, pas vivante. Qu'est-ce que c'est que le coma? Apparemment, il continue d'ouvrir les yeux, les fermer. 21 ans. Et de lui-même, il a décidé de partir. Il était après un accident de moto, il était très très jeune, il en avait 43, 44. Et dans ces communications-là, c'était impressionnant parce que justement, on en parlait tout à l'heure, il papillonnait des yeux comme dans Le Scaphandre et le papillon, le film et le livre. Voilà, il témoignait avec son corps de « Waouh, j'entends ce que vous faites, j'entends ce que tu dis ». Et c'était très dur parce que quand je faisais la communication, j'allais à l'hôpital. Et les infirmières passaient, repassaient, se disaient: mais qu'est-ce qu'il fout, ce mec, quoi? Qu'est-ce qu'il fout? Alors heureusement, il y avait la maman qui était là et on pouvait continuer. Mais le monde médical est sceptique et c'est comme ça. Et là, ils ont des garde-fous très forts, ce qui est aussi valable et normal. J'accepte ça. Pour l'instant, c'est comme ça. Et tant mieux, sinon on partirait en live total aussi. C'est ce qu'on fait là, on est dans un live, mais nous, on peut partir en live. Mais voilà, tout est possible. Et on peut aussi cacher le clavier, on peut aussi le faire, pourquoi pas, avec un dessin. Ou moi, je m'arrêtais quand l'infirmière arrivait, on reprenait la conversation après. Mais n'hésitez pas, voilà, rentrez dans ces communications, formez-vous, osez. Tu vois, pour faire écho à ce que tu viens de dire sur la discussion avec une personne dans le coma ou autre, j'ai eu, moi, alors mon ex-mari avait c'était un oncle, voilà. Son oncle était né, alors sa mère, elle avait eu c'est quoi cette maladie? Elle avait une maladie hyper grave pendant qu'elle était enceinte. Le truc qu'il faut pas choper, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et elle avait quand même chopé cette maladie-là. Et son oncle, donc, est né, mais gravement handicapé. Donc, il était sourd, muet, aveugle. Il était édenté. Il s'alimentait pas seul. Enfin, en gros, en somme, hein, il était, on va dire, en mode. Alors, pardon pour. Je veux pas que ça soit mal interprété pour quiconque, hein, mais un peu en mode légume. Vraiment, inactif et non participatif, rien, mais vivant, quoi. Hein. Et puis, personne n'a jamais réussi à rentrer en communication avec lui. Il a vécu, je crois que c'est 48 ou 50 ans. Et voilà, bon, ok, très bien. Et un jour, il décède, on m'apprend son décès, on me dit: tiens, en fait, il y a tonton machin, il est mort et tout. Et ce tonton-là, il est venu me voir et il m'a dit, alors une fois qu'il était décédé, hein, il est venu me voir et il m'a dit: bon voilà,
il faut que maintenant tu passes ce message. Alors, j'étais dans ma voiture, il vient me voir, il me fait, mets le silence. Et je me suis dit, putain, mais le silence. Et j'écoutais la radio. Donc, j'éteins la radio. Et de là, il me dit, tu leur dis bien qu'il ne faut pas qu'ils pleurent. Cette vie-là, je l'ai choisie. C'est-à-dire que, aussi compliqué que ça puisse vous paraître ou paraître à qui que ce soit, j'avais fait ce choix de m'incorporer dans ce corps pendant toutes ces années en toute conscience parce que j'ai eu besoin de travailler et de comprendre beaucoup de choses dans cette vie à travers ce corps. Et il venait dire au revoir et il me demandait de faire des bisous à tout le monde, quoi. Mais c'était un truc de fou, c'est-à-dire qu'il avait conscience de ce qu'il était venu faire dans cette vie-là, que cette vie-là, il savait qu'il allait avoir ce corps-là, c'était volontaire et en fait, il avait eu besoin de toutes ces années-là pour comprendre, valider et peut-être enregistrer certains codes, je ne sais pas, mais il savait en toute conscience, avant de s'incorporer, hein, ce qu'il attendait et ce qu'il allait vivre. Oui. Oui, merci de ton témoignage, ton partage. J'ai deux exemples comme ça qui me viennent. Bon, j'ai l'exemple de ma maman, hein, qui est une personne qui est handicapée. Donc, il y a eu un accident de voiture avant que je naisse. Donc, moi, je suis né après. Donc, je comprends l'histoire de tout à l'heure d'être né prématuré. Hein. Je suis né à 7 mois et demi, couveuse, blablabla. Et donc, cette maman, je l'ai toujours connue handicapée. Toujours. Et alors maintenant, elle est en maison de retraite depuis 14 ans, je crois. Elle y rentrait, elle avait 52 ans ou quelque chose comme ça, 55 ans, je crois. Et là, elle est en train de partir. Tout doucement, elle est en train de mourir, là, en ce moment même. Et elle aussi, c'est une grande âme. Mais je ne crois pas qu'il n'y ait pas de grande âme. On est tous des grandes âmes. Mais après, on fait des choix très particuliers sur Terre pour pouvoir expérimenter et faire vivre aux autres des expériences particulières, parce qu'on a besoin de les vivre. Donc en fait, c'est ce qui s'est passé pour ma maman. Je suis né avec une mère handicapée et j'ai eu que cette maman handicapée. Il n'y a pas de papa, il n'y a pas d'homme. C'était très particulier l'enfance. Et c'est plus tard, en communication profonde accompagnée, qu'elle m'a dit, mais David, je suis pas un légume déjà. Je t'ai élevé, mais d'une autre manière que d'autres mamans n'auraient pas pu faire. Si tu avais une maman qui parlait, tu ferais pas ce métier-là. Donc voilà, elle m'a appris, c'est elle qui m'a appris beaucoup aussi. C'est vrai qu'il y a eu les formations, mais j'ai oublié de parler d'elle. Et la deuxième chose qui me vient, c'était une histoire vraie, des parents qui avaient un enfant profondément handicapé qui ne parlait pas, peut-être dans l'autisme. Hein. Tous les autismes ne sont pas forcément privés de parole. Hein. Il y a les autismes où on peut parler, hein, comme les autismes Asperger aussi. Enfin, voilà. Mais lui, cet enfant ne parlait pas. Et les parents tombent sur un sage en Inde, en tout cas un grand maître, qui était capable qu'on racontait, on disait qu'il était capable de soigner les maladies. Et beaucoup de personnes étaient venues la voir et il avait soigné des grands handicaps. Et en fait, ils amènent leur gamin, ils font un long voyage. Ils arrivent. Et en fait, le gamin, quand il est arrivé, il a envoyé sous forme de communication, sous forme d'onde, au maître indien, surtout ne me guéris pas. Surtout ne me guéris pas. Et le maître indien a obéi. Il n'a rien fait. Donc les parents étaient furieux, en rage, ils sont partis, ils ont pris la voiture, ils ont fait le chemin inverse. Et ça a duré peut-être 1 an et demi, et ils ont en fait vécu une expérience où ils ont travaillé, cherché d'une autre manière à comprendre leur gamin. Ils n'ont pas cherché le remède miracle et la magie. Alors, c'était parce que ce gamin ne devait pas vivre ça, parce qu'il l'avait demandé. Hein. Il avait dit surtout ne guéris pas. Parce qu'il savait, lui, que pendant 1 an et demi, ses parents, ils avaient encore un travail à faire d'expérience avec cet enfant, d'expérience avec l'handicap. Et au bout d'1 an et demi, quand l'âme de ce petit garçon a fait ce qu'elle avait à faire, eh ben, elle est sortie de l'autisme. Là non plus, ça ne veut pas dire que toutes les personnes autistes sortiront de l'autisme à partir du moment où ils ont appris quelque chose à leurs parents et hop. Mais en tout cas, cette expérience nous montre que si elle existe, si elle est vraie, en tout cas, moi j'ai cru à cette histoire, qu'il y a un chemin pour chaque personne et qu'on ne vient pas là pour rien et qu'on a un rôle très particulier. On endosse, comme en théâtre, on endosse on n'est pas là pour rien en étant un homme, on n'est pas là pour rien pour j'en sais rien, être né homme et vouloir devenir une femme quelques années plus tard. Il n'y a pas de hasard. Et donc, du coup, il faut juste suivre ce qu'on a envie d'être, ce qu'on a envie de faire.
Mais là, à nouveau, voilà, il y a les pièges du mental, il y a différents petits pièges, mais enfin, pas des pièges, c'est des remises à niveau, quoi. Mais voilà, ce qui est super avec toutes ces méthodes dont on vient de parler, c'est qu'elles permettent d'aller voir les profondeurs de chacun et d'aller chercher des outils et des aides. Quand on se sent seul, on se dit par exemple, alors je suis confiné, j'ai personne, je suis tout seul. Mais non, peut-être que la plante verte, elle a peut-être quelque chose à te dire. Communiquer avec le ciel, communiquer avec le soleil, se connecter à sa fameuse grand-mère qui est en maison de retraite et continuer de lui parler. Et à un moment donné, elle va recevoir ces informations que vous lui envoyez, même si vous n'y croyez pas. Parce que le principe du cerveau, lui, il croit au premier degré. Donc même si vous ne croyez pas à quelque chose, voilà, continuez d'envoyer de l'amour, continuez d'envoyer des pensées aux gens que vous aimez, parce qu'ils vont les recevoir. Voilà, ils vont les recevoir. Bon, je sais pas, peut-être que je m'éloigne, hein, mais excusez-moi. Quand je suis parti Non, là-dedans, David, non, tu as c'est mon exprimé au sujet contraire. préféré, ça. Bah écoute, David, est-ce que tout est OK pour toi? Est-ce que tu veux tirer ta révérence? Moi, je crois que c'est bien, là. Ouais. Et sauf s'il y avait une dernière question, mais je pense que voilà, c'est pas mal là déjà. On a fait quoi, 1h30 plus? Ouais, c'est super. Moi, ce que je vais proposer, c'est que ce salon, on va le laisser ouvert. Je vais me retirer quelques instants avec David. Et je voulais d'abord remercier vous tous de nous avoir suivis, d'être présents. Merci à David d'avoir accepté une nouvelle fois cette invitation et de venir répondre à toutes vos questions. C'est à chaque fois un moment riche que de parler avec toi. Et puis tu es le bienvenu quand tu le souhaites.